Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. On va parler aujourd'hui de l'une des missions principales d'un ARC promoteur, qui est le monitoring. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Montero-Miguel. Merci Lionel d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Noël, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je t'en prie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu ton parcours en recherche clinique? Oh oui, ça devrait être dans mes cordes, effectivement. Pour faire assez simple, j'ai une formation scientifique, comme beaucoup d'arcs, notamment biologie cellulaire et physiologie. Je suis pas venu tout de suite à la recherche clinique. J'ai un peu vadrouillé, je savais pas trop quoi faire après mes études, et un jour, j'avais une ancienne collègue de fac qui me dit faire une formation au métier d'arc. Je sais quoi que ce truc. Voilà, donc je suis parti me former également à ce métier, sans avoir une réelle connaissance du monde. J'étais vraiment quelqu'un, mais complètement déconnecté de la réalité du monde pharmaceutique. Je ne prends jamais de médicaments. Je connaissais aucun nom de laboratoire. Même dans la formation, je me souviens, les gens ils me disaient j'ai trouvé un stage chez Johnson Johnson. J'étais là, c'est qui Johnson Johnson? Voilà, bon, je connaissais peut-être un ou deux médicaments, du Doliprane, peut-être, dont j'avais dû entendre parler, effectivement, mais à tout casser. J'ai fait cette formation en 2007, et bon, effectivement, est assez, enfin, me semblait assez intéressant, parce que c'était pas juste effectivement du contrôle, il y avait aussi pas mal de subtilités dans ce domaine. Il fallait faire attention à pas mal de choses, et on a aussi un rôle très important en ce sens dans le contrôle justement de médicaments. Et là, je trouvais ça intéressant de se dire, aux médicaments, je suis pas trop fan de médicaments, mais avoir la possibilité de s'assurer du bon développement, je trouvais ça ultra important quand même. Je me suis formé dans une boîte qui s'appelle Ford Consulting, et avant même d'avoir fini la formation, en fait, j'ai été embauché dans ce centre de formation, puisqu'ils avaient un projet à l'époque de formation avec Sanofi Aventis pour des chefs de projet est européens. Le but était de retranscrire la formation dispensée chez Ford Consulting pour Sanofi en anglais. J'ai eu un premier contrat, on va dire, avec ce centre de formation. Mais c'était un centre de formation et une CSO, donc une société prestataire de services, mais pour tout ce qui est vigilance, donc pas Mhm. recherche clinique. Ils faisaient aussi de la formation et ils ont eu l'opportunité en fait d'un de leurs clients qui souhaitait travailler avec eux dans le cadre d'une mission. Et donc c'est là où vraiment j'ai commencé, puisque j'étais là à disposition, que j'ai pu commencer ma première mission d'arc en fait dans cette structure. J'étais dès le départ un petit peu en mode formation et en mode effectivement recherche clinique, avec une première étude sur un dispositif médical. Bon, c'était il y a quand même loin. Maintenant, Oui. il est très loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On reviendra sur cette expérience un peu plus tard, je pense. Par la suite, donc, j'ai travaillé un petit peu avec cette société, mais qui n'était donc pas une CRO. Donc, après cette mission, il n'y avait pas d'opportunité. Donc, là, se poser la question, rester dans ce centre de formation, la formation, mais ne plus être ARC. Et donc, ça m'embêtait un peu parce qu'en tant que formateur, j'estimais que pour être un bon formateur, il faut être sur le terrain et que j'avais trop peu d'expérience pour me considérer comme bon formateur et crédible auprès des élèves que j'avais formés. Et je me suis posé la question de est-ce que je dois partir. Le dilemme au paroxysme, un jour je reçois un coup de fil de quelqu'un qui cherche justement un ARC pour une mission, plutôt un tech, pour une mission du côté de Rouen, mais il faut que cette personne ait un statut auto-entrepreneur. J'avais à ce moment-là parmi mes élèves une personne qui était de Rouen, donc je lui ai proposé naturellement, elle me dit non, auto-entrepreneur, c'est pas un statut qui m'intéresse, et c'est vrai que le statut auto-entrepreneur fait assez peur aux gens. Les gens sont plutôt axés, je veux un CDI, je veux être salarié, je veux la sécurité et tout ça. Bon, moi j'avais déjà un CDI, en l'occurrence. Je me suis dit, par contre, je cherchais d'autres expériences, et là je me suis dit, bon, au final, et si j'y allais? En gros, côté de Rouen, j'avais mon petit frère qui travaillait du coup dans la restauration que je ne voyais jamais parce qu'il travaillait effectivement tous les week-ends. Je me suis dit, c'est une mission à Rouen, ça va être l'occasion. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur en 2011 pour une première mission. Mission qui s'est passée relativement bien, le client était content, on m'a confié une autre étude, encore une autre étude, et après, bon, c'est un peu comme ça que l'on enchaîne de fil en aiguille. Et c'était au bout de combien de temps, du coup, que tu es Au bout resté sur un trois, CDI? de 3 ans, en 3 ans? Ok, c'était assez rapide. c'est assez rapide, mais c'est vrai que c'était une occasion, et c'est ce que je dis assez souvent. Des fois, les gens se disent combien de temps il faut pour devenir freelance. En fait, ça dépend aussi des opportunités. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de proposer à des élèves de passer directement en auto-entrepreneur pour une mission, parce qu'ils ne pouvaient pas Mm. effectivement faire un stage ou chose comme ça, mais ils pouvaient obtenir ce statut de. Faut pas se dire, effectivement, je vais devoir attendre 2000 ans pour être art freelance. Après, bien sûr, pour être crédible, obtenir des contrats, plus on a d'expérience. Mais si on a déjà une opportunité, bah, des Mm. Ok.
Mmh. Qui pourrait être fait en 3 clics au lieu de faire en 10 000 clics, bah moi c'est incompatible avec mon mode de vie. Être payé pour perdre du temps, je comprends pas le principe. J'ai commencé à développer des outils, donc ça c'était un nouveau challenge. J'ai toujours besoin d'un peu de nouveaux challenges notamment. Donc j'ai commencé à développer au niveau informatique en utilisant des visuels basiques, donc le langage de programmation sur Microsoft notamment, à développer des outils de traduction pour la pharmacovigilance et plein de petits outils comme ça. De telle sorte qu'à un moment, je suis revenu un peu plus dans la société dans laquelle j'étais, mais en tant que développeur d'applications. Voilà, pour vraiment développer des outils spécifiques à la pharmaco. Certes, il existait des outils développés par des structures qui coûtaient 3 bras, j'ai envie de dire, parce que minimum ça. Alors qu'en fait, avec un peu de programmation, un peu d'imagination, faut un peu se démerder aussi quand même, à se dépatouiller, mais on pouvait créer des outils vraiment adaptés à la structure, qui correspondaient vraiment à l'activité de la structure, qui prenaient en compte les procédures de la structure et qui étaient parfaitement adaptés. Et ça a permis effectivement d'optimiser mon travail, bien sûr, mais aussi le travail de tous les collègues, justement, parce que on était vraiment dans ce processus d'amélioration constante en ce sens. J'ai fini par quitter cette boîte, incompatibilité d'humeur, un petit clash avec la direction. Bon, je suis assez difficile à manager, hein. Le salariat pour moi La c'est très compliqué. routine, voilà. Donc je suis reparti de mon côté, un petit peu en mode auto-entrepreneur. Plus j'avais voilà, d'autres opportunités qui s'offraient à moi aussi. J'avais toujours mon activité auto-entrepreneur et là j'avais de nouvelles sollicitations en plus pour des nouvelles missions. Donc je suis reparti sur le sentier de la guerre à nouveau, un peu par Mons et par Vaux. Au bout d'un an, je me suis ennuyé, donc je suis un peu retourné dans un autre centre de formation aussi parce que j'aime bien les challenges. Et là, voilà, je continue un peu et donc je suis reparti. Voilà, puis voilà, maintenant de nombreuses années entre différentes activités. Je suis resté freelance parce que le problème quand on me propose des trucs pour devenir salarié, certes c'est sympa, mais bon bien sûr quand on est freelance, on gagne un certain montant qui est difficilement compatible effectivement avec ce qu'on peut gagner en tant que salarié. Et surtout en freelance, on bénéficie quand même des fois d'une liberté Oui. qui est assez enviable. J'ai déjà eu une fois une chef de projet avec qui je bossais qui me disait mais Lionel, toi t'as trop de la chance. T'as pas envie de bosser avec un client, et bah tu bosses pas avec le client. Et c'est vrai C'est que vrai qu'il faut choisir. ouais, c'est vrai qu'il faut choisir, effectivement, et ça, c'est quand même pas désagréable des fois, plutôt que des fois d'être emprisonné dans ce statut de salarié. Malheureusement, des fois, dans le recrutement, on va avoir tendance à recruter des gens aussi parce qu'ils sont compétents dans quelque chose et on va leur demander de faire quelque chose qu'ils savent faire parfaitement. Et moi, faire un truc que je sais faire parfaitement, j'aime bien les challenges, donc je préfère aller sur quelque chose un peu plus challengeant, de l'innovation. Quand je me demande, vous avez déjà travaillé sur une pathologie? Non, celle-là, j'ai pas travaillé, mais justement, c'est parce que je n'ai pas travaillé dessus que ça. Travailler sur une pathologie sur laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, ouais, bah, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, Oui. c'est vrai que voilà, je suis un peu toujours à la recherche de nouveautés. J'aime bien travailler aussi, et récemment là, je travaille notamment avec 3 startups différentes, parce qu'on est effectivement là vraiment sur de l'innovation, des nouveaux challenges. Ça, c'est vrai que... Et aussi, quelque chose qui va être intéressant, c'est que contrairement des fois aux très grosses structures où tout est un peu codé, figé, je vais pouvoir apporter un peu plus mon expertise. Parce que c'est des personnes des fois qui n'y connaissent rien du tout à la recherche clinique et qu'il va falloir aiguiller énormément sur comment faire les choses. Et alors, autre chose également, ça je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et sur des évolutions même du métier d'arc, c'est de dire, pour moi, l'ARC doit être aussi data manager un peu quelque part, parce que c'est quand même notre outil, l'ICRF, et que si on n'est pas capable, entre guillemets, j'ai envie de dire, de peaufiner, de voir quelles sont les problématiques que ça va pouvoir amener, ça va forcément poser énormément de problèmes au cours de l'étude. Donc, avoir aussi cette possibilité de façonner l'outil qui va me permettre effectivement de conduire l'étude, c'est vachement plus simple en termes de monitoring. Ça sera effectivement parmi les petits. C'est-à-dire, plutôt que d'aller après coup et j'ai envie de dire, de se retrouver face à d'innombrables problèmes qui auraient pu être anticipés et contrôlés, le cas d'observation va permettre déjà en amont effectivement de mettre des garde-fous. Et donc quand justement je vais programmer, je vais déjà être dans l'optique de me dire tiens, je vais monitorer, mais en fait pourquoi moi je vais devoir aller regarder une donnée et dire ouais mais en fait cette donnée elle devrait être entre temps et temps, il aurait fallu faire ça. Non, je programme déjà tout ça avant. Et Exactement. Bah derrière, oui. D'où l'im derrière, en fait, une fois que tout est bien fait, limite, t'as plus rien à faire. T'as déjà tout verrouillé, quadrillé, paramétré, et on ne s'embête pas avec tout ça. Bien sûr, il y a toujours des imprévus, forcément, et puis on peut avoir des bugs informatiques aussi, mais au moins déjà, on peut s'assurer d'une certaine adhésion au niveau des centres. Donc voilà un petit peu le parcours en très 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 grosso modo. Voilà, donc plutôt aujourd'hui avec des missions voilà, de tech, d'arc, conseils en recherche clinique, voire même un peu de construction de cahiers d'observation. Voilà, l'idée c'est, on peut pas tout faire en recherche clinique effectivement, mais il faut quand même avoir
la possibilité de comprendre un petit peu tout ce qui se passe pour justement pouvoir aiguiller au moins voilà, les personnes avec qui on va travailler. Ouais, et ce qui est bien, c'est que ça t'a permis quand même d'avoir, une vision un petit peu globale, plus ou moins. Comme tu Ouais, as dit, on ne peut pas toucher à tout forcément, mais voilà, ça t'a permis vraiment de voir, je pense, les éléments, les axes clés de la recherche clinique. Donc tout ce surtout, ouais, qui est, programmation, pharmacovigilance, tech, arc, donc voilà, c'est vraiment les gros axes. c'est vrai que c'est important parce que même si effectivement aujourd'hui je suis pas pharmacovigilant, bah, je sais quelles sont les contraintes, quelles sont les, bah, ce qui est Ouais, attendu effectivement au niveau de la pharmacovigilance et du coup l'approche va être différente aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui une des choses que je constate sur le terrain, c'est que quand je vais échanger avec les investigateurs, avec leurs équipes, c'est que j'ai pas juste le discours d'un arc, j'ai un discours de quelqu'un qui a aussi fait de la pharmacovigilance, donc qui comprend la pharmacovigilance. J'ai le discours d'un arc, j'ai le discours d'un tech, j'ai le discours aussi d'un data manager. Et donc cette connaissance globale permet aussi bah, d'apporter des réponses et des explications au niveau des centres, bah, en fait, ils n'ont jamais eu. Et donc, à qui on dit des fois, bah, c'est comme ça. Voilà, mais en fait, l'arc n'est pas en soi en capacité d'expliquer les choses, et donc le centre reste un peu sur sa faim, et n'est pas ouais. capable voilà, de dire, si on me donne une consigne, j'ai envie de dire, et que je ne comprends pas l'intérêt de la consigne, appliquer, c'est un peu complexe. Maintenant, si on m'explique effectivement les tenants, les aboutissants, et pourquoi j'ai cette contrainte, ah, là c'est différent. Ok, j'ai compris la contrainte, je vois pourquoi je vais faire ça. Donc, il Ouais, y a beaucoup aussi dans la relation. Et voilà, on n'est pas juste en tant qu'arc dans c'est comme ça, il y a un protocole, faites point barre. Ça, c'est un oui. peu le mode basique des fois, ce que peuvent avoir, si je peux me permettre une anecdote, mais assez sciante, j'ai envie de dire, où j'ai assisté à une époque en tant que tech. Le médecin m'avait dit Lionel, je voudrais que tu travailles en tant que tech avec moi sur une autre étude, est-ce que tu peux venir faire la mise en place? Ok, j'arrive, je m'installe, donc j'avais deux petites arcs assez jeunes qui faisaient la mise en place de l'étude et qui expliquent bah, le protocole, les examens qui vont devoir être réalisés. Et là, il y a un médecin qui dit, mais attendez, moi, si je fais ça, je vais tuer mes patients. Mais véridique. La réponse de l'arc, attention, c'est le protocole. Et là, j'étais C'est là, crédible, waouh! j'étais, comme on dit, sur le cul. Je vais tuer mes patients, ben, c'est le protocole. Respectez le protocole. Ouais, non, mais là. Et là, je me suis dit, fondamentalement, il y a un vrai problème, effectivement, entre je travaille en recherche clinique et je suis arc. Et se dire, bah attends, tu es arc, c'est pas juste j'ai un protocole, j'ai quelque chose, pique-le. Non, c'est Ouais, j'ai un protocole. Pourquoi j'ai un protocole? Pourquoi on fait chaque chose dans son protocole? On doit comprendre son pourquoi on protocole. fait On les doit comprendre choses, chaque effectivement. chose. Mais on doit aussi être à l'écoute bah, des personnes qu'on a en face. C'est pas juste moi je viens vous dire ce qu'il faut faire, le et point barre. Oui, oui, tout à fait, hein. Je suis d'accord, hein. Tu donnes un exemple, vraiment côté hospitalier, qui sont réellement sur le terrain avec les patients, avec les médecins, donc ils sont, voilà, en première ligne. Là, si on parle aussi d'arc, promoteur, c'est pareil, c'est que lui, il va monitorer. Et pour aller vérifier des choses, il faut bien comprendre les choses. Justement, c'était la deuxième question par rapport aux principales responsabilités d'un ARC. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop, quelles sont les principales responsabilités d'un ARC lorsqu'il, réalise un monitoring d'une étude? Alors, je vais essayer un peu d'élargir quand même pour pas rester, pour rebondir un peu ce que je viens de dire là. Alors bien sûr, si on va se cadrer juste sur le côté monitoring, je viens effectivement vérifier les données. Entre guillemets, quand on va faire du monitoring, le but c'est de vérifier l'adéquation des données qui sont recueillies dans les cahiers d'observation, notamment, d'une part, entre guillemets, de la sécurité du patient, du consentement, du libre arbitre du patient à participer, la traçabilité de toutes les étapes de recueil de son consentement, de la traçabilité aussi du recueil, de la réalisation de tous les examens qui ont été réalisés dans l'étude, de qualité des données qui sont Mmh. recueillies. Mais cette qualité, toute cette traçabilité, c'est pas juste, comment dire, pour faire assez sommaire, on joue un peu au jeu des 7 erreurs, quoi. C'est, je prends mon dossier médical pour les personnes un peu néophytes, j'ai des données collectées dans un cahier d'observation, qui est l'outil de recueil effectivement de données cliniques. Je dois avoir une hémoglobine, j'ai besoin d'une hémoglobine. L'ARC, sur le site, le tech, l'investigateur a noté qu'il y avait une hémoglobine égale à 12. Moi, je vais aller regarder ce qu'on appelle un document source pour m'assurer que la valeur qui a été retranscrite est correcte par rapport à un document source. C'est ce qu'on appelle aussi la vérification des données sources dans le monitoring, effectivement, qui est un peu large en termes. Mais on a cette partie aussi des données. Ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire, quelle est la qualité des données. Mais, j'ai envie de dire de la qualité des données, c'est pas juste dire, j'ai une donnée, elle a été retranscrite. Ok, mais j'ai une donnée, mais est-ce que cette donnée, c'est une donnée aussi de qualité? Comment est-ce qu'elle a été produite? Et c'est là où le travail de l'arc devient un peu plus intéressant. On va être un peu plus dans l'investigation, et c'est là aussi où, des fois, les arcs ne vont pas pousser, parce que
il y a ce côté aussi, malheureusement, des fois, de je vais sur site, je dois monitorer tant de choses. Je dois faire 2 patients, 4 patients, 5 patients. Et on est dans des chiffres. Et des fois, des arcs vont dire je vais sur site, je vérifie, c'est vérifié. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une fois que l'arc a vérifié, et c'est la seule personne concrètement dans une étude qui fait le lien entre les données sources et les résultats retranscrits dans le cahier d'observation, du côté du promoteur, j'entends bien, parce qu'après, on a quand même le Mhm. vérificateur et le tech qui retranscrit, mais c'est-à-dire que c'est le seul qui a la vue sur les documents sources. Et donc, s'il ne fait pas ce travail correctement, derrière, même si on a un chef de projet qui peut regarder les données dans le cahier d'observation, il n'a pas les données sources. Le data Mhm. manager n'a pas les données sources. Donc, si on ne fait pas ce contrôle efficacement, bah déjà, la qualité des données est mise en jeu. Et on a pu voir à travers les dernières années, notamment dans la période Covid, l'importance de la qualité des données et comment on peut remettre en cause effectivement de nombreuses études parce que ce n'est pas fait correctement. Donc, Exactement. Et là, c'est vrai qu'il y en a ceux, si je peux me permettre, il y a ceux qui se concentrent beaucoup sur l'existence des données, mais oui, pas forcément sur la cohérence. c'est C'est-à-dire, oh, là, c'est là, hop, la case est remplie. Ben, c'est- t'es discipliné, tranquille. Alors qu'il faut voir la partie cohérence aussi, que c'est ça. tout ça, c'est cohérent. Parce que pour certains, en fait, ils viennent, ils disent, moi je dois vérifier, je vérifie. De toute façon, derrière, sauf s'il y a un audit, une inspection, mais suivant les études, parfois ça c'est peu probable. Si je viens, et en fait, je parle même à certains niveaux, même au niveau chef de projet et tout ça, qui sont des fois avec des métriques sur de la prestation client, l'arc il a été sur site, il a fait combien de patients, c'est très bien. Et des fois, les gens ne regardent que des chiffres, en Mhm. disant, il a fait tant de choses, il a fait tant de choses. Donc, moi j'ai déjà entendu parler d'arc, hein, qui venaient, qui faisaient leur boulot, très bien. Sauf que le jour où il part, un autre arc arrive et il se rend compte de quoi? Bah qu'en fait c'était n'importe quoi. Que le gars il avait fait nawak de chez nawak, effectivement, et que c'était ni à faire ni à refaire. Mais tant qu'il était là, en fait il donnait l'illusion de faire ce travail. Et c'est un vrai problème parce que on est dans un univers où en fait où les gens veulent aussi énormément progresser, évoluer. Et donc pour pouvoir évoluer, il faut répondre à des indicateurs qualité. J'ai été sur site, j'ai monitoré combien de trucs, si j'ai atteint mes objectifs de monitoring, tac, je suis bien, je vais pouvoir avancer. Et ça c'est un vrai problème, c'est que les gens pensent quantité avant de penser qualité, sans absolument avoir en tête l'importance de notre métier, qui est de s'assurer de la qualité des données. On n'est pas juste là pour dire c'est bon, t'as coché une case. Super. J'ai validé, honnêtement. Mais il y a des gens qui se contentent de faire ça. Et c'est vrai que ça peut poser problème aussi parce qu'on est, et je vais parler même en tant que freelance, on peut avoir ce problème, c'est-à-dire que, et il n'y a pas que les freelances, je pense même n'importe quelle personne, c'est quand vous arrivez à un poste, on va forcément vous comparer avec la personne qui était là avant. Est-ce que vous allez aussi vite? Quelles sont les attentes? Parce qu'il y a un temps qui est défini. Quelqu'un a évalué qu'il fallait tant de temps, notamment pour faire les choses. Donc on va attendre de vous que vous réalisiez les choses dans un temps imparti, où on a estimé que, ouais, Mhm. mais l'estimation, c'est bien, mais la réalité, des fois, elle est tout autre. Et si on veut faire du travail de qualité, des fois, ça va prendre du temps, justement. Mais il vaut mieux faire un travail de qualité. Déjà, un, pour la sécurité des patients, tu mine de rien, voilà. Et puis même, finalement, pour les laboratoires, parce que se rendre compte après coup que finalement notre produit n'est pas bon, et ben, le laboratoire, il a gaspillé énormément d'argent à continuer le développement d'un produit, alors que finalement, bah, il aurait pu s'arrêter bien avant si le travail était bien fait. Bien sûr, en tant qu'ARC, notre objectif, ça va être de vérifier l'adéquation des données, et c'est assez minimaliste, entre les données sources et ce qui est requis dans le cahier de station. Mais encore une fois, il faut s'assurer que déjà les données sources soient des données de qualité. Une donnée source, c'est quoi? C'est une donnée qui a été mise là. Mais j'ai envie de dire, alors là, je vais donner une petite anecdote aussi, à une époque où j'étais un tech, et sur une mission où j'étais tech plutôt, et je vois que le médecin, il n'a pas complété une donnée. Et je vais le voir en lui disant, mais t'as pas mis le résultat là. Il me dit, mais un. Je lui dis, je mets un parce que c'est un, ou parce que, en fait, tu veux me donner une réponse et qu'il faut que ce soit un. Il me dit, ouais, c'est toujours un. Mais si c'était toujours un, on ne poserait pas la question, ça serait toujours un. Si c'est et qu'il peut y avoir une différence, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que les gens n'ont pas assez à l'esprit, c'est que effectivement, on met la pression aussi au niveau des centres. Il faut des données, il faut que ce soit complet, il faut qu'on ait toutes les données, parce que certains vont regarder quoi, c'est s'il n'y a pas la donnée, c'est une déviation, c'est que la personne n'a pas bien fait son travail. Et donc, on en arrive à un jeu des apparences, Oui. qui est terrible, c'est-à-dire que le centre investigateur doit donner l'apparence que les choses sont bien faites. Voilà, attention tabou monumental à falsifier les choses des fois. Peut-être. Ouais. C'est Voilà. vrai que j'ai déjà vu ça malheureusement où on camoufle une déviation. Je parle des centres et c'est pas bien. Mais pourquoi, alors, pourquoi on en vient à ça? C'est justement parce que
Du côté du promoteur, on va avoir quelque chose qui, à mon sens, devient un peu trop administratif. Mm. Et moi, ça me fait halluciner quand je vois des fois des arcs, parce que comme je suis sur l'émission tech, des fois je vois aussi des arcs passer, faire leur job et tout ça, qui vont être très sur oui, oui, la délégation, elle est bien, oui, le truc, il est bien, tout l'administratif est bien. Je me dis, mais les données, à aucun moment elles ont été vérifiées. C'est ça que je dis, la qualité des données, et je vais dire même un peu plus loin, en tant qu'arc. Alors, ça, c'est quelque chose, moi j'aime bien, mais on constate notamment sur les sites que les techs mettent de plus en plus en place ce qu'on appelle des fiches de recueil de données pour Mm. justement organiser. Mais combien d'arcs vont aller dire aux techs, ta fiche, elle est pas bonne, elle est pas optimisée. On va être juste là en mode, il y a déjà ça, c'est bien, c'est sympa. Oui, sauf que c'est comme pour un cahier d'observation. Si les questions ne sont pas bien formulées, si on n'a pas bien organisé les choses, c'est des sources de déviation aussi. C'est des C'est sources ça. d'erreurs. Et donc, pour moi, pour revenir un peu sur les responsabilités de l'ARC, c'est bien sûr d'aller vérifier la qualité des données, mais aussi d'éduquer, d'expliquer au centre, de s'assurer que leur façon de travailler est correcte et pas juste, bah, en fait, on a fait ce qu'il fallait faire pour que vous, pour, entre guillemets, répondre à des standards. Vous soyez content, vous, en tant qu'arc promoteur, parce que oui, on l'a fait. Un exemple concret aussi de ça, c'est le fait qu'on doit, au niveau du dossier médical, effectivement, bien le recueil du consentement du patient. Voilà, les modalités de recueil. Pour montrer que, bah oui, il y a un document qui a été signé, mais on trace quand même qu'il y a eu cette démarche qui a été faite. Et il y avait un centre, c'est pas compliqué. Ils avaient des étiquettes qui collaient sur le dossier pour dire ça a été bien fait. Alors, ça répond à une attente du promoteur qui est, bah, faut tracer. Oui, mais en fait, quand on trace avec un truc automatisé, bah, en fait, qui me dit que le process a bien été respecté? C'est ça, en fait. C'est j'ai collé une étiquette. Alors, j'ai une process de coller une étiquette. Mais est-ce que Mm. j'ai la certitude que le médecin a bien posé les questions? A bien donné l'information au patient? Qu'il a répondu à toutes les questions? Attends, si j'ai juste une étiquette pour tous mes patients, est-ce que tous mes patients sont identiques? Est-ce que toutes les situations sont identiques? Absolument pas, du coup. Et Exactement. donc, le centre répond à une contrainte, à mon sens, de façon erronée. Et là, Mm. c'est aussi notre rôle en tant qu'arc d'aller expliquer que bah, le but, ce n'est pas juste de répondre à des contraintes, pas juste de me montrer patte blanche, mais je suis plutôt dans, et ça c'est quelque chose de primordial pour un arc, c'est d'établir une relation de confiance avec son centre. Si on n'est pas capable d'établir une relation de confiance avec les gens avec qui on va travailler, si on a juste le sentiment, et surtout eux ont le sentiment qu'on est juste là pour contrôler, voir si tout est impec et dire ok tout était parfait et c'est super parce que moi ça me fera moins de boulot dans mon rapport donc je suis content si c'est mieux et fait super mais en fait on va pas nous dire la vérité et notre rôle en tant qu'arc c'est bien sûr d'aller contrôler mais aussi d'aller creuser et de comprendre et ça c'est un jeu un peu plus subtil, c'est-à-dire qu'on doit effectivement regarder tous les documents, voir comment ça a été construit, voir quelles peuvent être les gaps dans ces documents, quelles peuvent être les déviations que même ces documents qui sont construits ou la façon de procéder peut Mm. amener. Après, d'aller creuser sur justement ces possibilités d'erreur, mais la question de dire comment ils ont fait? C'est Qu'est-ce que ça ça. aurait pu engendrer? Comment vous Ouais. faites dans telle situation? Et si après on échange avec le centre, on va se rendre compte de certaines choses. C'est un point important parce que tu as souligné la relation. Enfin, ça faisait partie des questions, mais les relations doivent être bonnes. En fait, on est obligé. C'est Sinon, obligatoire. sinon, ça se passe pas bien. Et sinon, voilà, c'est compliqué d'avoir des informations. Déjà, je vois le rôle d'un arc promoteur, c'est au-delà d'aller vérifier quelque chose, c'est vraiment, humainement parlant, c'est d'accompagner le centre. Et que quand il a un besoin, il faut l'accompagner. Nous, on a tendance, je dis nous, parce que c'est vrai que j'ai toujours été du côté promoteur, en fait, on a tendance à aller appeler le centre uniquement quand ça ne va pas, demander, enfin, pointer du doigt que les déviations, montrer que les choses qui ne vont pas, alors que appeler oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que tout se passe bien? Que les patients réagissent bien? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que, voilà, demander juste si ça va. Ça, je pense que les rares personnes qui le font, je pense que là, dans quelques années, n'existeront plus. Parce que c'est vrai qu'on est dans le rush, on a beaucoup d'études, on n'a pas ce temps-là d'aller voilà, souffler, aller discuter, etc. En tant qu'art promoteur, tu te lèves tôt le matin, à peu près réveillé, une bonne dose de café, tu arrives directement, il faut être opérationnel. Et ensuite, tu n'as pas vraiment le temps, déjà le temps d'aller voir les 5-10 minutes accordées par l'IP, d'aller le voir vite fait, le temps aussi de faire le point avec le tech, bah c'est bon, c'est fini. Ensuite, il faut rentrer ou sinon revenir le lendemain. C'est vraiment speed, c'est un rythme très 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 élevé et c'est vrai qu'on n'a pas ce temps-là de
souffler, de voir le côté humain, le côté relationnel pour accompagner. Et là, justement, je voulais te demander pour, puisque je parlais de se lever le matin et tout ça, comment est-ce qu'elle est organisée, par exemple, ta journée en tant que carc moniteur éthique classique? Si je dois aller à l'autre bout de la France, effectivement, je risque de me lever assez tôt parce que je suis pas directement sur Paris. Donc, généralement, je vais Ouais. prendre le premier train qui part de la gare près de chez moi à 5h30 du matin. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience quand on va vers cette voie. Et en plus, alors moi, forcément, comme je suis freelance, des fois, quand on me prend et qu'il y a plusieurs arcs, les arcs de la boîte, bon, ça me pose pas de problème en soi. Mais globalement, effectivement, je vais me lever, aller attraper mon premier train à 5h30. Généralement, j'arrive à Montparnasse. Après, soit je repars de Montparnasse, et déjà, c'est pas mal, soit je transite vers une autre gare. Donc, ça veut dire que j'ai pris ma voiture, après, j'ai pris un premier train, potentiellement, j'ai pris un métro, après, je reprends un autre train, puis après, je reprends encore un tram ou encore un bus. Donc, ce qui fait que déjà, quand on arrive sur site, on a déjà quelques heures dans les pattes. Après, tu arrives à 10h, 11h, truc comme ça. Toi, ça fait déjà depuis 4h30, tu t'es levé, donc tu as déjà une bonne journée. Et comme tu le dis bien, bah, il n'y a pas de temps à perdre. Bah, faut attaquer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué une fois. Alors, c'est-à-dire que même les centres, des fois, n'en ont pas conscience. Je me souviens, une fois, je suis arrivé à Bordeaux, et genre, il devait être, je sais pas, assez, enfin, 11h peut-être, 10h, entre 10 et 11h. Oui, il a bien fait la grasse mat, Lionel. Je me retrouve un peu genre en mode, c'est non mais alors lui il arrive qu'à cette heure-là, quoi. Un truc important quand on est arc, toujours la diplomatie, ne jamais s'emporter, être toujours hyper cool. Donc moi, bon voilà, on me met dans ma salle et à un moment, alors c'était une pharmacienne qui vient me voir, elle dit, mais en fait, vous venez de vachement loin. Bah oui, en fait je suis parti à 4h, voilà, je me suis parti de chez moi, il était 5h du matin. Oui. Oui. Mmh. Ouais. Donc, parce que le temps de rentrer, j'arrive sur un dernier train, après il y a des correspondances, et le temps de rentrer, et à un moment, pour rentrer chez moi dans la campagne, voilà, ça devient omnibus, il faut 2 heures, un truc comme ça, quoi. Je suis déjà rentré des fois. Alors, Des fois, avant, alors, voilà, alors si vous êtes freelance, alors, mais après ça peut être différent. Mais c'est vrai que ouais. on arrive sur site, bah faut attaquer, faut effectivement que les choses soient prêtes, donc ça c'est Mmh. important. Et puis après, bah on attaque. Déjeuner des fois, ça peut être compliqué effectivement en fonction de comment ça avance. Si ça avance super bien, vous pouvez peut-être aller au restaurant qui est en ville un peu plus loin. Mais généralement, vous allez au relais H, effectivement. C'est ça, tant que le jour J, en tout cas moi quand je faisais, quand je partais dans des villes, je sais pas dans le sud, où c'est 3 heures de train, voilà, c'est vraiment loin, où j'arrive à 10h, 11h, bah, je me prends directement un truc au relais. Bah, généralement il est devant l'entrée, devant l'accueil. Je me prends un truc et en fait je monitore et je mange en même temps et c'est vrai que c'est pas très confortable, quoi. Le soir, oui, on se permet 2, mais voilà. Bon, après ça dépend des personnes, hein. Moi, je voulais avancer, je me prenais mon petit sandwich et j'enchaînais. Ouais, alors moi, ce que je fais même des fois, suivant l'heure à laquelle je vais arriver, je prends même avant de monter dans le train. Des fois, on Ouais, garde. Parce qu'en plus, on garde des fois, tu as des trucs plus sympas qu'au relayage, parce que bon, le c'est relais, vrai. il y a un moment, quand tu vas y manger plusieurs fois par semaine, c'est pas que bon, les 5-6 Voilà. sandwichs, en disant, voilà, t'as fait le tour. On garde des fois, il est plus sympa, donc des fois, je prends même dans la gare, je mange dans Mmh. le train avant d'arriver, comme ça, j'ai déjà mangé un truc des fois vers 10h, 11h, et après, pour enquiller, et en repartant, si j'ai le temps, je reprends effectivement quelque chose pour optimiser le temps sur site, effectivement, parce que des fois, on n'a pas effectivement beaucoup de temps. Et suivant comment on arrive, si tout est à disposition et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est vrai que dans l'organisation, on peut essayer d'anticiper les choses, mais on n'a pas accès aux documents sources avant. Donc même Mmh. si aujourd'hui, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a des cahiers d'observation et qu'on peut à distance regarder la cohérence des données, déjà mettre des requêtes, préparer le terrain. Une fois qu'on a les documents sous les yeux, c'est là Faut re qu'on peut trouver autre chose et que ça se complique. Et même si on part du principe que ça va être assez rapide, bah pas forcément. Je vais donner là encore un exemple. Il n'y a pas si longtemps, je vais faire un monitoring dans le nord de la France et j'arrive et je tombe sur une tech très gentille, très adorable, qui m'explique effectivement que c'est le deuxième monitoring, donc elle a déjà eu un premier monitoring fait par un autre arc avant, que l'autre personne n'avait rien trouvé, donc elle était entre guillemets assez contente d'elle. Et voilà, je me suis posé à côté d'elle, donc elle avait même préparé, et ça c'était super, une petite fiche avec trouvé justement avec les différents accès pour les différents logiciels, pour aller chercher les différentes informations. Au bout de 10 minutes, elle avait déjà 4 queries, quoi. Et là j'étais désolé pour elle, je lui ai dit que je suis désolé. Elle était en mode,
Elle t'a détesté cette journée. Et en mode, désolé. Et là, elle était mais, au bout de sa vie, la pauvre, parce que bah, Ouais. mais au-delà de ces 4 queries au bout de 10 minutes, je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que, bon, pas de chance, c'est vraiment le patient, il y a 4 queries et tout ça, mais surtout, est-ce que l'arc avant a fait son travail correctement? Et c'est vrai que c'est une question fondamentale qu'on va se Ouais, poser. je Est-ce pense que que, et c'est ça que c'est assez complexe. Parce que alors, moi, je n'ai que pour des patients. Est-ce que je regarde les autres patients? On a toujours, comme je disais, pour le côté, des fois les arcs viennent, ils ne vont pas creuser. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, on peut avoir des documents un peu partout, des fois différents logiciels, avec des fois des accès restreints. Et donc, il faut bien comprendre comment fonctionnent les outils sur lesquels on va travailler. Parce que sinon, eh ben, on peut très bien ne pas avoir accès aux documents qui vont être nécessaires pour assurer la vérification. Et donc, on va passer à côté de choses importantes. Et donc, ça, c'est le rôle exactement. des techs, voilà, sur Centre, de bien connaître leurs outils aussi. Parce que nous, en tant qu'ARC, ben, on dépend justement des techs qui vont, une fois sur site, nous former au logiciel. Et les hôpitaux ayant des logiciels différents, à chaque fois qu'on débarque, c'est un nouveau logiciel. Et donc là aussi, alors, tu m'as dit que j'avais droit à des anecdotes, donc j'en j'en mets aussi. Et c'était assez marrant, une fois j'allais dans le sud, et je viens pour un patient, je vais sur le dossier du patient, zéro document. Le patient existe dans le logiciel, pas un compte rendu. Je dis, Ouais. pourtant il y a déjà des données qui ont été collectées, donc normalement ça existe. Je demande au tech, à la tech, elle me dit, bah oui, normalement, elle regarde, rien. Elle va voir un médecin, Waouh. je suis reparti du centre, véridique, je repars du centre, je n'ai pas vu un compte rendu pour le patient. Je dis, mais attends, c'est quoi ce bordel? Quelques semaines plus tard, je vais, je crois, du côté de Nancy. J'arrive à Nancy, même étude, même logiciel, même situation qui se présente. Et là, je dis, purée, mais c'est quoi ces dossiers où j'ai pas accès? Je demande à la personne, je dis, bah là, je n'ai aucun document. Elle me dit, bouge pas, sur ce bouton-là, monte un bouton qui s'appelle PEC24. Je dis, quoi, PEC24? C'est un bouton qui te débloque l'autorisation sur l'ensemble des données. En fait, ça fait sauter toutes les barrières D'accord. pour accéder au dossier. Je clique sur le bouton et là, pouf, magie, tous les dossiers apparaissent. Là, je fais, oh. La fois, quelques semaines plus tard, je retourne dans le sud. Je reprends mon patient où je n'avais rien trouvé. Bouton PEC 24. Mais ce n'est Magie. pas normal en fait de ne pas le savoir. Ouais. Exactement. Tu vas faire quoi si quelqu'un, là maintenant dans ton cas, t'as creusé. Ouais. T'as creusé, t'as demandé, etc. Mais imaginons un arc voilà, qui vient et dit bon, ben j'ai pas. Déviation, not to file, moi, je sais pas quoi. En fait, c'est ça. C'est bon, il n'y a Le aucune dossier donnée. comme ça. Mais ça veut dire que tu es venu, il n'y a pas l'accès, personne ne sait. Et ça, c'est, à mon C'est sens, ça. Le dramatique. problème, c'est que personne ne sait dans C'est ce ça, sens. c'est les techs, et ça, c'est un problème aussi, c'est souvent, les outils informatiques sur site ne sont pas maîtrisés par le Oui, personnel. C'est-à-dire que les gens ne savent pas utiliser leur logiciel. Des fois, ils sont là en mode c'est pas bien. Alors, une autre fois, j'étais à Marseille, j'arrive, la tech est en mode furie. Ce logiciel, c'est de la merde, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Ça fait des années, je demande à en changer. Ok, toi, t'es là en mode ok, je vais aller travailler. Je commence à travailler. Au bout d'une demi-heure, elle vient me voir. Bon, alors, vous voyez, c'est nul. Je m'entends, je fais mais il est génial votre logiciel. Comment ça? Bah ouais, regardez, vous pouvez appuyer ici, ça prend tous les comptes rendus, parce que tu sais, tu as des logiciels, Orbis et tout ça, où tu cliques pour chaque compte rendu. Tu es obligé de cliquer, tu vas dans le truc, tu ouvres, ça crée de la latence, à chaque fois tu ouvres, tu es obligé de faire des clics, des clics, des clics. Là, en fait, dans leur logiciel, tu disais, je prends tous les trucs, je fusionne, ça te faisait un condensé PDF de tout. Donc, en fait, tu fais deux clics, tu as exactement. l'intégralité du dossier. Donc, génial! Je lui dis ça, elle me fait, ah, mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est ça, c'est parfois par manque de maîtrise, on rejette directement Voilà. le truc, alors que maintenant, avec tout ce qui est décentralisation, la digitalisation et tout ce qui vient après, il faut vraiment se former à ça. Il Si faut. on n'est pas à l'aise, alors si c'est on est digital native, là je le vois partout dans les offres d'emploi digital native, ok, tant mieux. Mais si la personne n'est pas à l'aise, franchement, je pense qu'il faut vous y mettre, prendre un petit peu plus de temps, être un petit peu plus patient pour apprendre tout ça. Il faut, c'est impératif parce que là aussi, j'ai envie de dire, ça a un impact sur la qualité des données. L'art qui vient derrière, il dépend effectivement du tech pour comprendre le logiciel. Et, alors, il y a des trucs un peu plus pervers des fois. Tu as accès, tu Mmh. vois qu'il y a des documents, mais des fois, il y a un truc, un filtre. Et si tu n'as pas connaissance de ce filtre, ou si cet accès ne t'a pas été donné, parce que c'est pas toi qui paramètres tes accès aussi. C'est-à-dire que même au niveau des logiciels, si le paramétrage n'a pas été fait correctement, il y a un document que tu ne verras jamais. Et si tu ne le vois pas, et bah là aussi, ça peut avoir un impact, ça peut être un événement indésirable qui n'est pas tracé parce que des fois, dans les outils, il y a
ce qui est lié au centre et ce qui est à l'extérieur et qui va être importé et qui des fois n'est pas rangé au même endroit. C'est les documents externes. Et donc Ouais. si on n'a pas accès, ben, on rate cette partie-là. Et donc si le tech n'a rien mis, parce que lui-même ne sait même pas où c'est, et ben du coup toi en tant qu'arc, on t'a pas expliqué, tu sais pas, donc on perd de la donnée. Et ça, Mm, mm. c'est critique effectivement. Donc il est primordial que au niveau des centres, les personnes qui sont les techs, Exactement. Ouais. Et là, ça fait partie des difficultés de ne pas trouver d'informations, ne pas tout à trouver de fait. données. À tes débuts en monitoring, quelles ont été les difficultés, si tu peux en citer deux, trois, difficultés que tu as rencontrées et quelles ont été les solutions? Alors, tous mes débuts, c'était il y a longtemps, mais la première étude sur laquelle j'ai travaillé, elle était assez complexe parce que, en fait, ce n'était pas un arc qui avait fait la mise en place de l'étude, c'était des commerciaux. Ok. Commerciaux du laboratoire qui avaient mis en place l'étude. Mais un commercial, qu'est-ce qu'il fait pour qu'un investigateur participe? C'est facile, il n'y a rien à faire, vous allez voir. Et donc, ils ont vendu l'étude comme quelque chose d'extrêmement simple. Dont il faut avoir conscience, c'est que assez souvent, et c'est une vraie problématique, on va vouloir recruter effectivement pour pouvoir avoir des investigateurs. Si on leur vend un truc trop compliqué, ils vont dire oh, voilà, trop compliqué, j'y vais pas. Donc on va avoir tendance des fois à minimiser l'impact de l'étude et la complexité de l'étude pour que l'investigateur participe. Mais après, quand il se rend compte de la complexité des choses, eh ben là, Non. bloc. Et donc là, au tout début, il y a effectivement eu ce vrai problème que j'ai eu, c'est-à-dire il faut réexpliquer à tous les investigateurs un peu déjà qu'est-ce que la recherche clinique. Et même pour te dire, le plus probant dans cette première mission que j'ai eue, c'était un jour je suis arrivé sur un centre qui avait inclus le plus de patients. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on monitore en premier dans un centre? C'est les consentements. Réponse de l'investigateur, les consentements, ça sert à rien. Et donc là, je te raconte pas le J'ai pas bordel. détesté tout ça. PPCE, je pense qu'il n'en avait jamais entendu parler. Au tout début, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que je me retrouvais avec toute une manne d'investigateurs qui finalement n'étaient pas des vrais investigateurs au sens où, avec de l'expertise, de l'expérience dans la recherche clinique, l'étude a été mise en place par des commerciaux. Le but était de faire une étude, mais voilà, sans s'encombrer de tout ce qui est justement les bonnes pratiques cliniques, tout ce qui va être nécessaire pour que l'étude soit faite correctement. Il y avait tout un travail d'éducation. Nos difficultés sur cette première étude, c'était le côté recrutement. Effectivement, parce que justement, les médecins n'étaient pas intéressés, s'étaient désintéressés, ne pensaient pas à l'étude. Et donc, leur réplique favorite, c'était j'ai pas de patient. Il n'y a pas de patient, donc j'ai pas de patient, c'est normal que je n'ai pas de patient, puisqu'il n'y a pas de patient. Là aussi, c'est un vrai problème, et je l'ai vu encore sur un groupe de discussion il n'y a pas si longtemps, avec une question, mais pourquoi le centre ne recrute pas autant que ce qui était prévu lors de la sélection? Et j'ai répondu effectivement que les, les réponses sont multiples, mais assez souvent, je pense, malheureusement, ça vient du fait déjà que de base, le travail dans l'évaluation du potentiel patient n'a Ouais, pas la été fait. faisabilité. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que je rencontre encore toujours aujourd'hui. Les promoteurs qui se font un peu avoir effectivement sur le côté, en gros, qui croient ce que dit le médecin quand le médecin lui dit j'ai plein de patients, vous inquiétez pas, je peux vous en mettre plein. Et ils sont là, Oui. c'est bon, j'ai pas besoin de prendre trois investigateurs, j'en ai un qui va tout faire, Mm. les deux qui vont tout faire. Et toi, tu arrives en mode prenez-en cinq autres, prenez-en 10 autres. Mais pourquoi faire? Il a dit ouais, non, ça c'est ce qu'il vous dit. Maintenant, est-ce que réellement, et puis il vous dit, alors quand on est sur une étude rétrospective, et encore, pareil, je pourrais te sortir des anecdotes là-dessus, avec le médecin qui dit j'en ai 50, pourquoi vous me limitez à 50, c'est inadmissible. Mais là, c'est vrai que la FESA, bon, je pourrais pas dire que l'arc n'intervient pas. Si, mais un arc junior, par exemple, fait pas forcément la FESA, ou du moins c'est rare, on lui donne pas ça. Si on prend un arc junior, il va faire du monito, ça c'est clair. Déjà pour apprendre, et aussi c'est ce qui est demandé. En tout cas, on a besoin de main d'œuvre pour ce J'ai qui est envie de dire, monitoring. Mais si on parle de monito pur, quelles sont les difficultés? Il y a un manque de données, ça peut être autre chose, ça peut être relationnel peut-être. ça peut être relationnel parce que tu peux aussi avoir des fois des conflits. Soit c'est déjà toi qui es à l'origine de la problématique. En gros, Mm. c'est-à-dire que tu ne t'adresses pas correctement à l'équipe. J'ai entendu parler effectivement des fois d'Arc. Et alors c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est que des fois, il a son étude. Et il travaille dessus du lundi au vendredi. Il y pense le week-end. Il est à fond dessus. Et pour lui, tous les investigateurs, toutes les équipes investigatrices devraient en faire de même. C'est-à-dire qu'ils devraient Mm. être effectivement pleinement à 200%. Sans se dire que, en fait, le médecin, son job, c'est pas investigateur, c'est médecin. La priorité,
c'est pas de remplir le cahier d'observation, c'est de soigner ses patients. Oui. Avant tout. Le promoteur a été sollicité de l'investigateur. Et moi, j'ai déjà entendu parler d'ARC qui, gentiment, faisait comprendre à l'investigateur et le co-investigateur que leur travail était, entre guillemets, pourri et que c'était inadmissible. Bon, cet arc-là, elle est rentrée. Je crois que l'investigateur a appelé le chef de projet et a dit je Allez, au revoir, Simon. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. bravo. Bravo. Alors, t'as rien gagné, mais voilà. Malheureusement, des fois, les gens, en tant qu'arc, effectivement, ne prennent pas le recul nécessaire pour se dire oui, mais en fait, je sollicite un investigateur. Des fois, l'investigateur, on a été le chercher, on a besoin de lui pour réaliser l'étude. Si on se met l'investigateur, voire le tech à dos, ça devient compliqué de travailler avec eux. Non, c'est vrai. C'est mort. Franchement, je vais être peut-être un petit peu plus dure. Il y a ceux qui prennent vraiment la grosse tête. Du genre, moi, je suis art promoteur, je suis supérieur, je te contrôle, je contrôle ce que tu fais, je te finance, tu finances rien du tout en fait. C'est C'est ça. pas tout, c'est le labo. C'est ça. Et on a l'impression, et alors moi c'est une réponse, et j'ai des fois des arcs juniors qui me disent l'investigateur a signé, il a signé un contrat, il s'engage. Ça va, Mais c'est- l'investigateur, s'il veut, il dit c'est quoi ton contrat? Surtout qu'aujourd'hui, Ah. l'investigateur, il n'y a rien du tout. Maintenant, il n'y a plus de contrat direct avec l'investigateur, mais ça en met pas plein les poches. Maintenant, allez lui mettre la pression, il est devenu un peu comme les autres. Il n'est pas payé directement. Ce levier que je n'ai jamais utilisé non plus, effectivement, parce que pour moi, il n'a aucun sens. J'ai toujours été effectivement privilégié l'intérêt scientifique, et ça, dans les difficultés que j'envisageais, où des fois la personne a du mal à s'investir, ça peut être aussi le désintérêt scientifique de l'investigateur. Voilà, il voit plus l'intérêt de participer à ton étude. Donc là, il faut comprendre, il faut échanger avec le médecin coordinateur, voir est-ce que c'est toujours pertinent ce qu'on fait, parce que des fois il y a des études concurrentes, des découvertes qui se font, il y a d'autres produits aussi. Donc il faut être aussi alerte de ce qui se passe autour pour qu'on agisse, effectivement, les investigateurs. Mais comme tu dis, il y a des arcs effectivement qui se donnent la grosse tête parce qu'ils disent j'ai besoin d'obtenir ce qui est nécessaire, parce qu'on me demande d'obtenir ça, et que c'est en serrant la vis que je vais réussir à l'obtenir. Sauf que des fois, c'est complètement contre-productif. On va juste, là encore, inciter des fois le centre à faire quelque chose Ouais. qui ne fera, entre guillemets, des fois, pas bien, ou qui va masquer, qui va donner l'illusion, et au final, ça sera contre-productif. Et là aussi, j'ai une anecdote assez... Il y avait comme ça un investigateur coordonnateur dans une étude, et il avait 0 patient. Et l'arc lui mettait la pression, et l'arc lui mettait la pression, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Un jour, le médecin, il a recruté 2 patients. Je pense qu'ils ont sabré le champagne, du côté d'un promoteur indigène des projets du labo. Quand l'arc est venu sur site faire le monitoring, c'était 2 inclusions à tort. Mais pendant ce temps-là, il a été tranquille. On l'a pas embêté. Le temps entre le moment où il a inclus les 2 patients et le moment où le monitoring a été fait, on l'a laissé tranquille, effectivement. Et donc, en fait, le médecin a juste inclus pour qu'on lui lâche la bride. Et donc là, c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas là juste pour mettre la pression, parce que si on est juste pour mettre la pression, on peut engendrer une réaction au niveau du centre qui va finalement ne pas être celle escomptée. Et donc, il faut effectivement établir une relation de partenariat, expliquer au centre qu'on est là pour les accompagner. Et ça, c'est toutes les difficultés qu'on peut croiser sur la disponibilité du médecin, la disponibilité du tech, la disponibilité de la salle, j'ai envie de dire. Les réponses, moi des fois on me disait, mais le centre il te répond. Bah oui, moi il me répond le centre. Pourquoi il te répond pas à toi? Faut se poser la question. Surtout ça. Pourquoi il ne te répond pas? Voilà, c'est pas pourquoi il me répond, c'est pourquoi toi il ne te répond pas. C'est là qu'il faut se poser la question. Et donc il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on veut une relation où je joue le gendarme? Et là aussi, attention avec ça aussi, parce que comme tu disais, les gens qui prennent la grosse tête, faut voir, parce que quand tu prends la grosse tête et que tu viens pour contrôler, faut être parfait. C'est-à-dire qu'on ne doit pas commettre la moindre erreur, parce que, moi je le dis clairement, je serai investigateur. Alors je faisais, quand je fais des simulations des fois d'entretien avec des élèves, c'est les élèves qui arrivent en mode, tiens, je te contrôle, tac, 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 et qui me commencent à me prendre le chou, mais je vois qu'ils sont pas parfaits, je fais, mais attendez. Et là, si t'es pas parfait, là, c'est fatal. Si on n'est pas, on peut jouer la police, mais il faut vraiment être parfait. Et honnêtement, un arc parfait, Ça l'erreur n'existe est pas. humaine. L'erreur est humaine, c'est-à-dire qu'on peut passer tous à côté de quelque chose, sachant que en plus, la problématique sur le monitoring, c'est que des fois, on ne fait pas du monitoring à 100%. Comme on l'a dit, des fois, on s'est levé à 4 heures du matin. Moi, des fois, j'enchaîne. Je rentrais à 2 heures du matin. Je me relevais à 4h30 pour repartir sur un autre centre. Au bout d'un moment, la fatigue va s'accumuler. On va être moins alerte. On peut tous se tromper. Sauf que si, effectivement, là, on montre qu'on est très exigeant au niveau du centre et qu'on est intransigeant, mais qu'en fait, au final, nous-mêmes, on peut se tromper,
tient pas la route. Être à Ouais. l'écoute du centre, comprendre comment le centre travaille, globalement, c'est toujours ce qui m'a permis, par rapport aux difficultés, d'avancer. C'est de montrer, en fait, dire au centre, on est là, en fait, tout comme une équipe. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner des consignes. Je vais vous dire comment ça va se passer. Et même en termes de préparation de monitoring. Des fois, tu vois, dans tes questions, c'est un peu aussi comment on prépare une visite de monitoring. Mais en fait, le monitoring, moi, je le prépare déjà à la mise en place, Mmh. simplement. C'est-à-dire que déjà, dans la mise en place, je vais essayer de comprendre comment le centre fonctionne, en fait, leurs outils pour recueillir les données, comment ils vont s'organiser, qu'est-ce qu'ils Mmh. vont pouvoir mettre en place. Et s'ils ne mettent pas en place, je vais leur dire, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça, faut anticiper ça faut prévoir. Parce que toutes ces choses-là, je sais que si je ne les dis pas, bah, ça va poser problème, je vais avoir des déviations, des données manquantes, et donc ça va me donner beaucoup plus de travail. Je vais là sortir une expression qui m'avait sorti ma prof de maths en quatrième, je crois, qui m'avait dit: Lionel, tu veux être feignant, faut être intelligent. Et ça, c'est un très bon pratique parce que moi, je suis quelqu'un fondamentalement, effectivement, que je m'abordais. Alors, je veux être feignant, je veux être effectivement quelqu'un ensemble d'intelligent parce que j'ai pas envie de faire un truc qui aurait pu être anticipé. C'est-à-dire que si Oui. je donne une consigne et que cette consigne permet sur le centre d'éviter 40 corrections, j'ai envie de dire, faut être bon pour pas la donner. Il y a tout ce travail, ça se prépare, on éduque en fait les centres. Et ça, c'est important, c'est former les équipes, c'est éduquer les équipes aussi à comment on va travailler ensemble. Le fait d'expliquer comment on va travailler aussi, ça va leur permettre eux aussi de s'organiser. Ils vont se dire, ok, on va travailler de telle façon, voilà ce qu'il va attendre, voilà ce qu'il va regarder, voilà ce à quoi il va porter une attention toute particulière. Je vais devoir effectivement, en leur expliquant que je ne suis pas dans le paraître. C'est-à-dire que j'attends pas qu'ils me fassent un truc genre c'est tout propre, mais en fait fondamentalement c'est faux. S'il y a un problème, je préfère que on échange et qu'on voit comment résoudre le problème plutôt que de me masquer les choses et que j'arrive et que je suis en mode c'est pas Oui. vous, c'est pas vrai. Parce que il y a aussi ça après. Moi, ça m'est déjà arrivé effectivement avec une infirmière, je me suis dit, à mon avis, c'est toi qui recueilles le consentement et pas l'investigateur. Mais je vais pas lui dire comme ça de but en blanc. C'est pas Oui. l'investigateur. C'est creuser, comprendre pourquoi. Voilà. Et c'est ça aussi. On doit se faire des personnes sur site, des alliés. L'investigateur, le tech, la secrétaire. Alors, pour en revenir sur la question de la difficulté, je me souviens une fois d'une investigatrice qui nous répondait jamais au téléphone. Et tu vois, qui me mettait toujours des vents. Et donc, j'appelais, je tombais sur la secrétaire. Je lui elle m'a pas rappelé, m'a pas rappelé. Au bout de la troisième fois, elle a fait quoi? Elle a posé le combiné, elle a été chercher l'investigatrice, elle me l'a ramené dans son... Non, elle a dit, c'est bon, le vieil qui fait 3 fois qu'il C'est t'appelle. ça, une Marcel. Elle dit, mais attends, c'est pas possible, il est gentil, le gars, il appelle, il est cool, ça fait 3 fois que tu lui mets un vent, t'es gentil, cocotte, tu lui réponds maintenant, quoi. Et ça, et donc, et pourtant, cette même investigatrice, je peux t'assurer que le jour où je suis venu faire mon monitoring, c'était quelqu'un d'adorable. Mmh. Pour te dire, elle était à la fin, elle dit, mais vous repartez quand? Oh, je vais prendre un bus, mais vous avez les horaires du bus? C'était une époque où il n'y avait pas encore, tu vois, tous les smartphones, les applications étaient là. Elle dit, ah, j'ai les horaires des bus, elle m'a filé ses horaires des bus, et alors là, attention, là je mets, je pense que les arcs qui ont vécu ce que j'ai vécu peuvent se compter sur les doigts d'une main. Elle est même venue, elle a couru avec moi pour s'assurer que j'ai eu mon bus. Donc tu veux, elle a quitté l'hôpital. Et c'est là ce qui est important, c'est la relation qu'on établit avec le centre. Oui. Elle est ultra importante. Si Mmh. effectivement vous dites que l'investigateur est prêt à courir avec vous pour s'assurer que vous allez prendre votre bus, c'est que vous avez une bonne relation avec votre investigateur. Si Mmh. maintenant il vous dit juste au revoir, vous avez C'est peut-être ça. un truc et vous n'avez pas Mmh. su établir cette relation, ce qui est dommage. Alors moi je suis un peu neuroatypique et c'est vrai que dans le monde de l'industrie c'est un peu le professeur, truc comme ça. Alors qu'en fait, quand j'ai écrit à certains professeurs, ils me répondent salut, c'est vrai. Oui. On n'est pas en train de se formaliser avec. Par clinique. Je pense dans le monde médical de manière générale, il y a certaines personnes, enfin, vu que nous, on se casse la tête à faire un mail comme Ouais, ça avec, «Bonjour professeur Marc, le correcteur d'orthographe là qui bah est oui. ouvert», on se fait relire et après on a: «OK, bonjour». Ah, t'as pas Moi une répondu. fois ça m'a vexée, hein, Ah non, alors moi, c'est pas compliqué. Ah, t'es passé en mode dégradé. Je fais pareil. En fait, je m'adapte. Et c'est ça aussi. Si c'est pas créer de la distance, c'est pas montrer genre, oui, mais toi, tu m'as répondu, t'as pas dit bonjour, t'as pas ta signature, tu m'as répondu mon téléphone. Moi, je montre que je suis ultra professionnel. Je te mets toujours le truc, la signature. Bon, dans le principe écologique, fait de la data inutile qui transite. Et ça, on perd du temps. On perd du temps, effectivement, à mettre des. Alors, c'est des fois. Et parce qu'on va avoir un échange des fois de 5-6 mails comme ça. Ok, t'es là, t'es dans le coin, non, ok, ouais, je viens, oh, tac, tac, tac. Et ça, c'est important aussi pour répondre aussi à la question de la difficulté ou même une autre des questions qui est un peu comment faire. Bah, si la relation, en fait, elle est fluide avec les structures, bah, quand on a une difficulté, tout de suite,
on va pouvoir envoyer un mail. Je suis sur le site, j'ai un truc qui vite, j'envoie un mail au tech, un mail à l'investigateur. Je vais pas attendre le débriefing, dire, mais là, il y a un truc, parce que s'il y a une réponse à apporter, si j'ai un document qui me manque, s'il y a quelque chose, plutôt je vais solliciter. Ça va être donc pendant que je continue, j'envoie déjà un mail en disant mais là il me manque tel truc, il y a telle chose, tac tac tac, est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux te renseigner? Et voilà, donc si on est vraiment sur si c'est pas genre j'attends et effectivement à un moment où je vais pas avoir beaucoup de temps pour débriefer, où ça va être touchy parce que c'est juste avant que je dois partir pour prendre mon train, je suis en mode faut pas que je dépasse, t'as pas l'esprit concentré là-dessus. Tu dis, si je rate le bus, le train, le taxi, après l'avion, je rentre pas chez moi, c'est la galère. Faut être dans des bonnes dispositions. Tu es en train de faire ton truc, tu as une problématique, déjà tu peux envoyer, tu peux solliciter le tech, voir avec lui, comme ça il creuse de son côté, ça lui permet lui de voir, il n'est pas aussi dans l'urgence de trouver tout de suite la réponse qu'il aura peut-être même pas à te fournir. On est voilà. Donc c'est vraiment se dire, j'ai un problème, je communique. Une des choses essentielles, essentielles, essentielles. Alors après, là aussi, il y a le côté un peu too much. Euh, des fois, les gens qui vont être trop dans la diplomatie, trop dans je vais pas dire les choses parce que, effectivement. Et là, Il on faut a un peu trouver un équilibre. le juste équilibre parce que si après, en fait, t'en viens à ne rien vouloir dire, c'est pas grave. Non, à un moment, il y a des trucs qui sont graves. Il faut mettre, effectivement, il faut être capable de recadrer, d'expliquer et d'aller dire attention, là, il y a un problème, effectivement. Mais si, effectivement, on ne le fait pas, c'est un vrai problème. Et donc, il faut effectivement avoir ce juste milieu entre, je suis entre guillemets assez pote avec les gens, mais avec quand même ce côté, je suis quand même là pour accompagner et il y a des contraintes. L'astuce, j'ai envie de dire, c'est d'expliquer ou de faire sentir que nous-mêmes, en fait, on est l'objet de ces contraintes. C'est-à-dire que c'est pas juste nous qui appliquons des contraintes au centre. C'est pas moi qui ai envie de t'embêter à faire ça. Il y a des procédures, il y a un promoteur, il y a des réglementations à respecter, il y a des bonnes pratiques à respecter. C'est pas moi, juste parce que j'ai envie de t'embêter, que je vais te demander de faire ça, ça. Non, je te demande de faire ça parce que. Alors, des fois, moi, ce que je fais, c'est je donne différentes possibilités. Alors, il y a deux choix, on fait ça ou on fait ça. Mais si on fait ça, il risque d'y avoir ça, on va le faire. Ouais, ok, on va le faire. Et donc, du coup, il va voir que la solution est beaucoup plus simple, mais parce qu'il a quelque chose à comparer. Tu m'embêtes avec ça? Oui, mais en fait, sinon, tu risques d'avoir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On va prendre la première solution. On est d'accord. Et c'est ça qui est aussi important, c'est quand je disais éduquer, c'est de faire comprendre que, en fait, ce qu'on va donner comme indication, finalement, c'est pour éviter de multiples modifications des échanges qui vont faire perdre, en fait, des fois 2, 3, 4, 10 fois plus de temps. Et à partir du moment où on travaille en bonne intelligence avec le centre, bah, ça se passe très bien. Que tout le monde a compris quel était l'intérêt des choses. Donc, normalement, on ne devrait jamais avoir de conflit avec le centre. Pour moi, quand tu es arc promoteur, si tu es en conflit avec un centre, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors, maintenant, qu'il y a un truc qui va pas, mais des fois, ça peut être effectivement une personne du centre Ça peut être qui. le centre qui est en conflit avec tout le monde. On a tous peut-être quelqu'un en tête, là, les auditeurs qui nous écoutent. Je pense qu'ils ont, par exemple, s'ils sont plusieurs arcs sur la même étude et ils se disent ah ouais, il y a telle personne, elle est relou. Voilà. Donc je Alors, pense que ça, c'est t'as partout. des- alors, je pense qu'il y Les a des. deux côtés, hein. Je parle pas Ouais. que des Et alors, femmes. ça, il faut s'en méfier aussi, je trouve, parce que des fois, tu as des a priori. Moi, je me souviens d'une fois, j'allais comme ça du côté de Lille. Et j'avais une autre qui me disait oh la pharmacie, oh non mais la pharmacienne, laisse Mm. tomber, enfin vraiment genre, c'est la sorcière quoi, en mode tu vas voir. Et donc, en fait, tu pourrais limite arriver avec un a priori négatif en disant sur la personne, très bien. Mm. Mais voilà, tout va dépendre de comment tu abordes les choses avec les personnes. Je me souviens effectivement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mise en place, quand je disais d'expliquer, il y avait voilà l'équipe, il y avait l'investigateur, un co-investigateur, deux arcs étaient. Et donc je suis parti dans des explications sur des choses, et à la fin la personne m'a dit bah merci pour les explications. Parce que d'habitude c'est un peu, c'est comme ça. Et voilà, on nous impose des choses, mais on comprend pas le tenant et les aboutissants de pourquoi. Alors j'ai dû faire l'histoire de la pharmacovigilance et tout ça, mais voilà, je suis parti un peu hors contexte. Et fondamentalement, il faut connaître tout ça. Il faut comprendre un Mm. petit peu comment on en est arrivé à la réglementation. C'est pas juste, il y a une réglementation, point, c'est comment on en est arrivé là. S'il y a un feu rouge, effectivement, on se dit, bah, c'est embêtant de s'arrêter un feu rouge, mais pourquoi on a mis des feux rouges? Pourquoi on a mis des feux tricolores? C'est peut-être avant il y avait trop d'accidents et qu'à un moment il fallait réguler. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut s'arrêter. Si on se dit juste il y a un feu qui s'arrête et ça m'empêche d'avancer, bah oui, on voit ça comme une contrainte.
Mais je pense que parfois, c'est le manque d'arguments. C'est-à-dire que si la personne ne maîtrise pas son protocole, elle ne peut pas expliquer forcément. Donc, il Si, faut d'abord commencer par s'auto-former et bien creuser les bonnes questions et être critique. Parce que voilà, être encore une fois bête et discipliné, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. et effectivement, comme tu viens de le soulever, le problème c'est faut se former, faut comprendre les choses, il faut connaître son protocole, faut comprendre le pourquoi d'un protocole, pourquoi on fait ces examens. Je Mmh. reviens sur mon histoire de l'art qui dit bah, c'est comme ça alors que le médecin dit je vais tuer mes patients. Je veux dire, c'est complètement abruti, je suis désolé de le dire, de dire ça à un Mmh. médecin, c'est le protocole. Combien de patients ont été inclus dans ce centre? Zéro. Et c'est normal. Avec un discours de la sorte, on va absolument pas avoir de patients. On peut pas faire l'effort, ouais. Mais si on comprend pas que, et là aussi c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que construire un protocole, c'est pas évident. Tous les centres sont différents, la prise en charge est différente, donc même un protocole, même s'il a été évalué, même s'il y a une FESA et tout ça, n'est pas forcément parfaitement adapté à la pratique de. Donc il faut comprendre la pratique de chacun au niveau de ces centres, pour après pouvoir trouver des solutions aussi. Et c'est aussi ça notre rôle en tant qu'ARC, c'est de trouver des solutions. Je vais faire mon monitoring, il y a quelque chose que j'ai vu qui ne va pas. Ok, ok, Mmh. ça va pas. Mais derrière, quelle va être la solution? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il faut aller prendre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il faut renforcer l'équipe? À disposition des ressources humaines, notamment, mais on doit trouver. C'est pas juste je tape sur les doigts en disant au centre faites plus d'efforts, faites plus d'efforts. Je vois, j'ai une étude comme ça où l'argument du PDG du truc, c'est bah en gros, faut aller un peu taper sur les investigateurs pour qu'ils recrutent des patients. Et t'es là en mode mais et à un moment, ils disent on comprend pas la dernière visio, le médecin il est parti, limite il avait pas l'air content et on n'a pas de nouvelles. T'as envie de leur dire mais, et des fois t'es désespéré, t'es là en mode Ouais. alors je vais vous expliquer depuis le début de l'étude, je vous dis prenez d'autres centres, que un seul centre ça va être touchy, vos Mmh. ambitions en termes de recrutement sont démesurées, c'est trop pour un seul homme, ça ne marchera pas. Mais non, il y a des fois des gens qui veulent s'obstiner et qui vont se dire on va taper sur l'investigateur. Mais Mais ça parfois, marche ils pas. sont loin de la réalité, Ah oui, malheureusement. ils sont très, très, très loin de la réalité, de la complexité des choses sur le terrain. Ouais. Tout ça, en plus, encore une fois, c'est que engendrer, en fait, bidouillage, Mmh. déviation, et donc Ouais. de la bestialité. Et ça, c'est effectivement primordial. Donc on doit être là aussi très attentif en tant qu'arc promoteur à la pression exercée sur les centres, parce qu'on parlait de qu'est-ce qu'il faut, sont les, entre guillemets, les difficultés. C'est gérer, en fait, aussi la pression du dessus. C'est-à-dire qu'il y a un promoteur, alors soit on travaille directement par le promoteur, mais des fois on travaille pour une CRO qui travaille pour un promoteur, le Mmh. promoteur met la pression, et des fois même au niveau du promoteur, en fait comme ils n'ont plus d'expertise, ça remonte à plusieurs années de cela où ils ont dégraissé effectivement toute la force de vente, et après ils pouvaient pas embaucher des arcs, et après ils se sont dit oh on passe par les CRO, ils ont l'expertise. Du coup des fois au niveau des promoteurs c'est juste des gestionnaires de projet qui n'ont pas d'expertise terrain, qui veulent simplement des résultats, avec des trucs, des fois même des monitoring plans, parce que pour expliquer, on a un plan de monitoring qui dit des délais pour faire les choses. Encore aujourd'hui, j'ai un chef de projet qui me dit et Lionel, tu dois proposer une visite de mise en place en mai. Ben, j'ai proposé, mais le médecin il n'est pas disponible. Et moi-même, je suis pas disponible. Donc, à un moment entre mes disponibilités et les disponibilités du médecin, bien sûr qu'il faut respecter un délai de 15 jours pour la mise en place. Mais à un moment, dans vos procédures, vous me dites aujourd'hui, il faut prévoir pour les 15 prochains jours, dans les 15 prochains jours, une mise en place, Mmh. c'est un problème aussi. C'est-à-dire que si on n'a aucun visuel et qu'on ne peut pas anticiper, bien du côté de l'équipe investigatrice que de moi, c'est Oui. difficile à bloquer. On se bloque 15 jours, on fait rien, on attend que la mise en place se fasse, c'est pas possible. Il y a des fois un vrai problème aussi au niveau des procédures entre ce qu'il faudrait faire idéalement, et ça aussi c'est un gros problème chez les arcs, c'est ils confondent des fois procédure et réglementation. Et du coup pour eux les procédures c'est la vérité. Sauf qu'ils n'ont pas conscience que c'est une procédure. Ils pensent que c'est la. Ça, en fait, on a la procédure interne. Ouais. Il y a une procédure générale qui est liée à la réglementation. C'est vrai qu'il y a des ouais et certains gardent une seule même procédure. Par exemple, s'ils ont travaillé chez plusieurs, CRO, je dis n'importe quoi, ou URC, ils vont garder cette même procédure alors que c'est juste une procédure interne. C'est ça. Et ils vont croire que c'est comme ça. Et ça, c'est un vrai problème chez les, entre guillemets, je pense, les jeunes arcs. C'est Mmh. ils ont fait une expérience, ils ont fait un stage, ils ont vu une étude, ils se disent c'est comme ça partout. Et après, ils arrivent sur une étude. Et je me souviens d'un arc qui venait faire le moniteur et qui prend la délégation, la fiche de délégation, et qui voit que le médecin n'a pas mis son nom sur la fiche de la délégation et ne s'est pas attribué des tâches. Et donc, il dit à l'investigateur principal
Alors que l'étude, elle est démarrée depuis 3-4 ans ou 5 ans, quoi, je crois. Il débarque, vous n'avez pas mis votre nom, faut mettre le nom et tout ça. Et le médecin lui dit, mais je me mets quoi comme tâche? Là, je me retourne, je fais, mais non, elle n'a pas à se mettre. Là, l'investigateur principal, il fait quoi? Bah, il taille sa route, non? C'est bon, il n'y a pas besoin. Ido, les investigateurs principaux, ils ne traînent pas besoin de moi. Ils s'arrêtent. Il est déjà mis en haut, pourquoi le Mais oui, regarder? tu as déjà une première page, et après, tu avais juste la liste des personnes à qui délègue. Mais ça dépend, les formulaires. Mais en fait, les gens pensent que les formulaires, c'est les mêmes partout. Alors que non, chaque promoteur a ses propres formulaires. Donc, il faut regarder tout ça. Et donc là, je lui dis, bah non, regarde, là, c'est écrit, elle doit pas. Sa réponse a été, ouais, mais d'habitude, c'est comme ça. Ouais, mais lis tes documents, s'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème dans les erreurs classiques. C'est justement les arts qui pensent que parce qu'ils ont une expérience, bah, c'est toujours comme ça. En fait, ils ont une expérience et qu'on est dans un travail à la chaîne, avec des procédures à la chaîne, avec des process où que tout le monde travaille de la même façon, alors que pas du tout. Chaque protocole est différent. Chaque promoteur est différent. Donc, en tant qu'arc, il faut se réapproprier chaque procédure, chaque voilà, inhérente. La problématique quand on est freelance. Autant de promoteurs, autant de procédures, autant dire qu'on en bouffe des procédures, effectivement, la galère. Notamment, on a un monitoring planifié. Ouais, c'est compliqué, mais même déjà quelqu'un, un arc, même salarié, il doit toujours effectivement se poser la question des procédures. Et même se poser des fois la question de la pertinence. J'envoie juste un. Parce que j'avais un point, je vais juste le décaler 2 secondes. Finalement, on prend du temps. Comment est-ce que tu fais pour prioriser tes journées lors d'une visite d'un monito? Pour prioriser ce que je vais faire lors du monitoring. Tes tâches, ouais. Alors, bah, après, classiquement, on a de toute façon un ordre de priorité défini, hein, qui est effectivement déjà les consentements pour pouvoir accéder au dossier des patients. Après, voir tout ce qui est événement indésirable grave. C'est vrai que des fois, je pense que certains arcs ont tendance à se dire, alors parce qu'on peut avoir des consignes genre tu monitores tel patient, tel patient, tel patient. Et je pense que certains n'ont pas forcément le réflexe de se dire, ok, aujourd'hui je viens pour tel patient, mais peut-être que le patient que j'ai fait la dernière fois, depuis, il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Et ça, faut quand même aller le regarder. Même si aujourd'hui j'ai envie de dire je viens pour le patient 4, 5, 6, et que j'ai fait le patient 1, 2, 3 la dernière fois, je dois m'assurer, avant d'aller dans le détail des petites données classiques, genre de laboratoire, si elles ont bien été reportées, m'assurer que pour mes patients 1, 2, 3, rien de grave n'est arrivé aussi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer. Parce que je ne suis pas sûr, tu vois, que ce soit un automatisme pour beaucoup d'arcs. Parce que la priorité reste quand même la sécurité des patients, avant tout. Ça reste toujours, toujours, toujours. Donc ne pas s'attarder effectivement. Donc ça veut dire que même dans son dossier, il faut déjà avoir une lecture assez globale, effectivement. Je veux dire, même des fois qu'on dit, bah, il est revenu tel moment, si j'ai plusieurs visites, peut-être des fois aller commencer par la fin, pour avoir un résumé de toute la vie du patient, pour dire, voilà, il y a eu telle chose là, ok, il n'y a rien de grave, je peux aller faire, mais je vais déjà regarder le patient 4, je vais déjà regarder le patient 5, je vais déjà regarder le patient 6, avant vraiment d'aller faire pleinement mon patient 4. J'ai déjà une vision peut-être de mes 6 premiers patients, rien de grave, ok, là je peux aller dans le détail. Et ça, Et c'est vrai, il y a beaucoup de lectures à faire. oui. Les patients qui sont suivis depuis très longtemps, les patients âgés, voilà, ils ont un dossier médical. Comment tu fais pour travailler efficacement dans ce cas-là? Alors, Pour faire ton monitoring vraiment efficacement, prenant tous les paramètres de tu t'es levé le matin, tu arrives à 10 heures, tout ça, tout ça. je pense qu'il faut aussi avoir une vision assez globale déjà du dossier du patient. Ça reste primordial. C'est vrai que faut avoir une bonne mémoire à court terme. Alors, on parlait de fait de se lever tôt et d'arriver, mais il faut quand même être assez efficace effectivement dans ce qu'on va faire. Et donc, il faut quand même avoir l'esprit assez libre quelque part. Il faut un peu laisser tous ces problèmes perso et tout ça derrière soi, parce que si on arrive sur le terrain et qu'en plus on a plein de trucs qui tournent en tête, c'est mort. On va jamais pouvoir être concentré, sachant qu'on va déjà des fois être sur plusieurs patients, donc il ne faut pas s'embrouiller entre les données des patients aussi, entre ce qui peut arriver. Il faut être très méticuleux dans les notes que l'on va prendre. Et aussi en termes d'organisation, bien structurer effectivement les différents points que l'on va soulever. Un petit tableau Excel pour chaque patient, qu'est-ce que j'ai noté, quels sont les points, les déviations. Tout ça, tu vas avoir un maximum de choses. Bien se structurer, bien noter où est-ce qu'on a vu l'information, quels sont les éléments. C'est beaucoup d'organisation. Priorité, consentement. Une fois que je sais que j'ai mon consentement, que j'ai le droit d'accéder à mon dossier, je peux aller commencer à regarder les dossiers. Donc j'ai fait tous les consentements, j'accède au dossier, je regarde tout ce qui est événement indésirable grave, est-ce que ça a bien été déclaré, s'il y a des choses à faire, où est-ce que ça en est que ça a été suivi. Après, je vais faire effectivement les données un peu plus classiques. Et chaque fois qu'il y a un problème, alors ça dépend sur le type de cas d'observation que tu peux avoir, tu me balances directement des requêtes parce que moi, tu as une traçabilité, tu les notes, et si tu peux interagir directement avec le centre, tu peux déjà commencer à demander les choses. Si tu as le tech qui est dans le coin, c'est encore mieux, des fois, il vaut mieux se lever, aller poser une question et revenir.
que d'essayer de faire un mail qui prend 5 minutes, à faire attention, comme je disais tout à l'heure, à faire est-ce que j'ai pas fait de faute d'orthographe. Non, on se lève parce que, alors, c'est des trucs cons aussi, mais des fois, l'erreur est humaine, on l'a dit, quoi. Et que tu peux passer, j'ai déjà eu le cas une fois, en fait, tu fais le dossier du patient. Et des fois, les dossiers, c'est une étude à cancer du poumon, c'est 300 pages, des fois, le dossier du patient. Tu fais le dossier du patient, tu recherches un truc, tu recherches encore un truc, tu refais le dossier, tu dis j'ai raté un truc, tu repasses 1 heure. Et en fait, c'est juste le tech qui avait, entre guillemets, fumé la moquette ce jour-là. Et qui a noté un truc qui n'existait absolument pas. Et donc, en demandant au tech, il dit bon, je sais pas d'où ça sort. Et ça, c'est un vrai problème. D'où des fois Oui. viennent les données, c'est simplement des fois des erreurs aussi. Cherche. Et donc, vaut mieux aller des fois voir effectivement la personne et dire attends, là, moi je la trouve pas, d'où tu sors ça, quoi. Parce qu'il y a aussi des fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, des fois des informations ailleurs aussi. Ça peut arriver notamment des fois que le tech ait eu, par exemple, peut-être un compte-rendu dans sa boîte mail, mais qu'il n'a pas mis sur le dossier médical du patient. Donc, du coup, lui a eu l'information, mais pas toi. Donc, il faut vraiment réagir assez rapidement en ce sens. Et ça reste quand même quelque chose d'assez important pour optimiser les choses dans l'optimisation. Quand on arrive sur site, savoir ce qu'on va vérifier, préparer à l'avance et revoir les rapports de monitoring, on a ces checklists effectivement que je vais aller vérifier sur site et quelles sont les priorités de vérification, notamment qu'est-ce que je dois vérifier en fonction des consignes, suivant que ce soit du full monitoring ou du monitoring partiel également. Et il faut jongler un peu entre tout ça. Mais encore une fois, même là, même sur du monitoring partiel, où on te dit si tu fais la visite à 6 mois, la visite à 2 ans, tu fais pas la visite à 1 an, ça ne veut pas dire que s'il y a eu un EIG à 1 an, on s'en fiche. Ah voilà, encore une fois, c'est toujours sécurité du patient. C'est facile de faire l'impasse en disant de toute façon, je suis pas censé le regarder, donc j'y vais pas. Et Oui. là encore, la qualité est importante. Moi, déontologiquement parlant, je peux pas me dire, on m'a dit de pas regarder, j'irai pas, point barre. Je vais jeter un coup d'œil, s'il n'y a rien, ok, bon, je passe assez sommairement sur le truc, mais ça permet déjà quand même d'être sûr qu'il n'y a pas de raté. Et ça, c'est aussi un vrai problème dans les dossiers médicaux. Il faut avoir conscience que des fois, l'information n'est pas retranscrite de façon exacte systématiquement. Et des fois, on n'a pas une information sur le dernier compte-rendu qui était sur l'avant-dernier compte-rendu. Si j'ai pas regardé l'avant-dernier compte-rendu, j'ai raté une information parce qu'elle n'est pas reprise. Donc ça reste assez complexe en ce sens. Alors après, organisation, ça dépend aussi. Est-ce que tu monitores juste des dossiers? Est-ce que tu dois passer aussi à la pharmacie? Est-ce que tu as différents intervenants à voir? Qui tu vas voir à un moment donné? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, faut aller aux urgences. Pourquoi? Et se dire, si le médecin débarque là, est-ce que j'ai des choses que je peux déjà lui faire faire? Donc il y a aussi ça aussi avec l'interaction avec le médecin. Si tu sais que tu as des choses que tu vas devoir faire valider par l'investigateur, il faut les traiter rapidement aussi. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, le médecin il passe genre à midi. Parfois, tu as pas une vision globale. Tu viens de commencer. Si Ouais. tu arrives par exemple à 10 heures et ça fait que 2 heures que tu es sur le dossier, lui faire un point global. Si tu fais sur une journée, sur 2 jours, à la rigueur, les premiers jours, si tu n'arrives pas à l'avoir, c'est le deuxième jour pour débriefer ensemble. Et c'est vrai que c'est frustrant parfois de l'avoir vite fait sans dire grand-chose, parce Oui. que finalement, c'est à la fin de journée que tu as beaucoup de choses à dire. Et c'est un peu embêtant des fois quand les gens se concentrent en se disant j'ai le temps, je vois l'investigateur à la fin de la journée, je traiterai ça plus tard. Parce que des fois, c'est un Oui. piège. L'investigateur passe avant et encore une fois, on l'a dit, la priorité pour le médecin, c'est les patients. Et des fois, il est retenu par un patient, il part et finalement, il n'a pas le temps. Et toi, tu as ton train, pas le temps. Et du coup, tu te retrouves bloqué. Alors que si tu as traité les choses des fois en priorité parce que tu te dis si jamais il doit passer, au moins j'aurai cette signature sur ce document important, au moins j'aurai ça, je suis prêt. Donc faut en arrivant, faut déjà savoir ce qui est urgent à voir avec l'investigateur et déjà les mettre de côté au cas où il passe à l'improviste. Déjà, Mm. tu peux lui faire signer les trucs, dire ça. Et comme ça, si toi, tu as en plus cumulé déjà des petits éléments, tu peux déjà poser une série de questions. Pareil. Il y a aussi ça, il y a un côté prévoir l'imprévu qui est important. Alors, en termes d'organisation, la priorité, c'est toujours de se dire s'il y a un truc qui va pas, aussi. Et donc ça, c'est quelque chose où voilà, on n'a pas l'automatisme au départ, effectivement, de dire vraiment j'ai rendez-vous à telle heure avec le médecin, j'ai rendez-vous à telle heure avec le médecin. Ça, c'est un peu quand on est débutant, on se dit c'est très cadré, tout est carré, tout va se passer comme j'ai prévu. Sauf que on l'a pas dit, mais on se lève des fois très tôt, mais on arrive plus tard que prévu parce que grève SNCF, problème, dès qu'il fait mauvais, de toute façon avec la SNCF, c'est un vrai problème. Hein. Il fait trop chaud, il y a des incendies, il fait trop mauvais, il pleut, des inondations.
c'est ça. effectivement avec une Et heure de parfois, c'est juste grève, hein, c'est c'est juste juste parce qu'ils ont pas envie. une fois, je suis revenu, j'étais parti en Bretagne sur le trajet, j'arrive à la gare de Brest. Il me dit: «Il y a plus de train pour Montparnasse, le train s'est fait caillasser, c'est la grève». C'est bon, je rentre quoi. J'ai pris un truc, je me suis arrêté, j'ai été dormir à l'époque, il y avait pas les smartphones, hein. Je suis sorti dans la rue, il faisait nuit, je suis passé devant des hôtels, il y avait des matelas devant, il y avait des lampes qui clignotaient, le truc, c'est vrai, dans un vieux film pas possible. Et je suis reparti le lendemain, je me suis relevé à 4h, 4h30 le lendemain pour prendre le premier train pour rentrer parce qu'il y avait une autre journée sur la. Il y a 2 heures Mmh. prévues. Donc il faut avoir une capacité, une des qualités très importantes pour l'arc, c'est voilà, le côté zen. Savoir Oui, relativiser les choses. Il y a, entre guillemets, même quand on va sur site, même s'il y a des choses qui peuvent paraître extrêmement graves, choses comme ça, il faut comprendre, relativiser, voir ce qu'on peut mettre en place et dire peut-être il y aura moyen de faire les choses autrement, peut-être à distance je vais pouvoir régler le problème avec le médecin. Et surtout si on a établi une bonne relation avec le médecin ou avec le tech, il y a quand même des choses qui peuvent se faire à distance aussi. Ils vont signer les docs, ils vont les scanner, ils vont les envoyer. Il n'y a pas non plus de péril dans la demeure. Et surtout aujourd'hui avec des cahiers d'observation, on n'est plus à je dois absolument repartir avec mes cahiers d'observation, les c'est ça. déliater, repartir. Ça reste là, c'est modifié, c'est propriétaire. Mmh. Donc c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus simple qu'au tout début avec ces illustrations électroniques, c'est la possibilité de contrôler à distance, de préparer son monitoring, déjà de voir les points qui vont bloquer, déjà de mettre des requêtes, d'arriver sur le site pour juste vérifier les documents, et derrière Oui, d'avoir encore cette possibilité de suivre à distance tout ça, ça simplifie quand même énormément les choses. c'est ça. Oui. Donc ce qui fait que maintenant la priorité, j'ai envie de dire, elle va être des fois un petit peu même faussée, parce que tu vas être sur des priorités administratives. C'est-à-dire que c'est genre dans le monitoring, il faut absolument récupérer ça, ou on veut que tu récupères absolument ça. Et c'est là encore une fois, des fois, les données vont passer en second plan. Parce que la donnée, limite elle-même, sera moins prioritaire, parce qu'il n'y a pas une deadline pour la donnée, sauf si tu as un data log, effectivement, on va dire, ah, faut absolument que ça. Mais des fois, c'est plus, faut que tu aies récupéré ce document-là. Et la donnée, bah non, ça peut être à voir la prochaine fois. Donc, c'est un peu, voilà, c'est encore une fois un peu dommage. Alors que des fois, t'as envie de dire, mais c'est juste un document administratif. Limite, on s'en fiche royal, quoi. Je suis sur Mmh. site. Le plus important. Parfois, parfois, on peut se faire aider par l'arc sur site. En fait, il faut lui demander, voilà, j'ai des choses à faire signer. Est-ce que tu Ouais. peux choper l'IP? Franchement, voilà, ils sont Oui, serviables. non, Exactement, parce que surtout si on a beaucoup de choses à faire, c'est compliqué en fait d'aller choper la personne au bon moment, quand elle est dispo entre deux consultations. En fait, on n'a pas accès au planning du médecin forcément. Les personnes qui sont sur place, si, donc il ne faut pas hésiter à les demander. Tu as parlé d'une chose, à 2 fois, à 2 reprises, tu as parlé d'anticipation, donc de préparer, de voir à distance et cetera. Mis à part ça, donc je pense que c'est une compétence clé, donc on a parlé de communication aussi beaucoup. Donc anticipation, communication, est-ce que tu as d'autres compétences clés, oui. que les marques devraient développer prioritairement? Alors, l'organisation, effectivement, ça qui est essentiel. La capacité à faire plein de tableaux de suivi, pour avoir une tripotée de tableaux, effectivement, Oui, pour gérer tout ça. Pas s'embrouiller, savoir exactement. Même, j'ai envie de dire, quand tu vas avoir un échange, à n'importe quel moment, même quand tu es chez toi ou tu es en déplacement, tu peux avoir un tech qui va t'appeler ou l'investigateur qui va t'appeler. Et c'est une occasion pour toi de rebondir des fois sur des choses. Ah, au fait, il y avait telle chose, il y avait telle chose, donc t'en profites justement. Mais si t'as pas un tableau qui synthétise, parce que tu pourrais très bien te dire, j'ai un monito, je prépare, je regarde mon rapport. Non, faut avoir même extrait du monito tout ce qu'il y a à faire par site. Moi, j'ai mes checklists par centre, quels sont les trucs, quand est-ce que je dois contacter, à quel moment je peux relancer, la personne à vacances, c'est à telle date, je vais la contacter. Ah, mmh, l'autre jour, je reçois un coup de fil d'un tech, attends, bouge pas. Je clique sur j'ouvre mon dossier, mon fichier spécifique pour l'étude, je vais sur l'onglet, tel centre, ah oui, il y avait telle chose, telle chose, telle chose, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où, t'en es où. Et voilà, en quelques clics, en quelques secondes, je vais déjà avoir l'information, les éléments, et je peux, voilà, comme ça, avoir tac, 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 ok, ah, tiens, tu m'as pas envoyé ça la dernière fois. Parce que tu peux pas tout avoir en tête, là. Si, c'est impossible quand tu travailles sur de multiples études, c'est impossible de se souvenir, il me manque tel document sur tel centre pour tel truc, c'est impossible. oui. Donc là, si t'es pas. Est-ce que tu as un outil à conseiller pour l'organisation Bon, justement? je pense que Excel, c'est très Oui, bien. Alors, non mais la vieille école. on rigole sur Excel, mais honnêtement, des fois atterré de voir le niveau de maîtrise dans toutes les annonces ARC. Maîtriser Excel. Et tout le monde va dire, je maîtrise. Mais en fait, les gens ne maîtrisent absolument pas Excel. L'autre jour, j'étais sur un site et il y avait une personne à côté de moi qui était en train de travailler sur un document. Elle galérait. Elle me dit, ah, d'habitude, c'est pas comme ça, j'arrive pas, ça marche pas. Pourquoi tu n'utilises pas CTRL H? Vous savez quoi, CTRL H? Pour être honnête, on l'utilise rarement comme ça, hein. Mais C'est-à-dire on l'utilise justement, pour la traçabilité, très simple, très basique. Moi, en tout cas,
peu que j'ai vus et l'utilisation que j'ai déjà fait, hein, Eh oui. personnellement, c'est vraiment très basique. C'est-à-dire, tu as, par exemple, pour les coordonnées, tu as la liste des centres, Ouais. machin, avec le numéro. C'est vrai qu'on a des raccourcis, parfois c'est redondant, parfois on retrouve la même première colonne, les noms des IP par exemple, ou les noms des centres qui se répètent dans Mmh. plusieurs feuillets ou plusieurs tableaux. Donc là, on peut faire une fonction et voilà, ça va être mis à jour, Ça, systématiquement, mais ça reste très basique. ça On reste très n'utilise pas basique beaucoup de formules. et juste alors que il devrait y en avoir. Moi, un des premiers outils que j'ai Oui. développé, justement sur, Excel, j'avais une étude où je devais voir si le patient, il avait pris un antagoniste de l'angiotensin, un hypertenseur, s'il prenait genre 5-6 catégories de médicaments différents. Mmh. Je suis pas pharmacien, je connais pas tous les médicaments du monde. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais et que je prenais le dossier du patient, j'avais toute une liste de médicaments et je devais aller regarder à quelle catégorie appartient chaque médicament. J'ai le boulot, quoi. Du coup, donc t'es là en mode. Donc je me le suis fait, j'ai fait un fichier Excel avec des formules, je notais, je disais ça, c'est telle catégorie. Parce que tu as des fois aussi des médicaments qui sont dans deux trois catégories différentes. Et donc à la fin, j'arrivais, je mettais mon nom de médicament, et via une formule Excel, ça me sortait directement quelle catégorie était associée. Et ça, après, ça me mettait avec des systèmes de couleurs. Et donc, en quelques, si tu veux, j'avais juste à saisir les noms de mes traitements, et je vais dire en une minute, je savais à une visite quelles étaient les catégories de traitements pris par mon patient. Ça, si je devais rechercher à chaque fois, ça me prend un temps fou. L'outil informatique, il est essentiel pour l'organisation, tracking, se simplifier la vie. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour me simplifier la vie? Moi, c'est pour ça, tu vois, moi, je t'ai dit que j'avais été devenu développeur d'applications, mais c'était aussi ça, c'est de dire, mais moi, faire un truc inutile et que tout le monde fait, à un moment, il Mmh. faut optimiser. Et donc, mais même en tant que tech, hein, je parle Arc, mais les techs, c'est pareil. Hein, et on fait des tableaux dans les deux sens. Hein. Faire des tableaux qui permettent d'aller plus vite, synthétiser les choses. Ça, il y a une vraie réflexion à avoir sur nos outils. De quel Oui. outil je me dote, effectivement, pour travailler efficacement. Ça fait gagner du temps, et du temps, on en a besoin. Plus on se dégage du temps, bah, plus on a de temps pour faire un truc, j'ai envie de dire, quelque part d'intelligent. Les outils adaptés. C'est ça. Mmh mh, mmh. Bah oui, c'est ça. Au seul même Bien sûr. outil. Je pense que ça existe, hein, c'est juste pas Alors, accessible par tout le monde parce que ça coûte une blinde. Mais mais, le rêve, c'est d'avoir un outil qui englobe tout. alors, Que ce soit traçabilité, facturation, tout, document, tout alors, électronique, et- mais il y a trop d'outils. mais- C'est les retours que j'ai, que OK, on a des outils, mais il y en a beaucoup trop. mais- Mais bon, on s'habitue, mais et il y en a après, tu beaucoup changes de structure, il y a des nouveaux outils, et donc il faut se réhabituer, ça. tu connais pas les fonctionnalités. Et c'est quelque chose aussi qui est important, c'est-à-dire que même quand on a des outils, si cet outil n'est pas parfaitement adapté à soi, il faut voir aussi que chacun est différent. Et donc Mmh. on a une logique différente, on travaille de façon différente aussi. Et se faire son propre outil, c'est aussi avoir la capacité aussi de maîtriser un petit peu certains process et de s'assurer en fait une bonne adéquation entre toi et l'outil. Parce que quand tu as un outil qui ne matche, c'est un peu compliqué. Tu vas dire, mais c'est pas logique, faut que j'aille ici, ou là il me manque tel truc. Donc, Ouais. si en plus il me manque quelque chose, bah, tu es obligé de te faire un truc à côté. Alors qu'un Mmh. truc que tu fais toi, bah, en fait, tu le fais toi, tu peux le modifier autant que tu veux, paramétrer, construire. Et donc, à la fin, tu arrives à des trucs au moins où, voilà. Parce que tu disais un outil pour tout, mais des fois, les besoins de chacun sont différents. C'est-à-dire que même le promoteur, des fois, peut avoir envie d'avoir le visuel sur quelque chose. Donc, tu vas intégrer Oui. une donnée supplémentaire. Est-ce que telle visite a été faite? Oui, mais est-ce que tel examen a également été fait? Est-ce qu'il y a eu un respect des délais? Donc, tu vas avoir besoin de pas mal de petites bricoles. Et donc, il faut prendre l'habitude de faire ces outils-là. Et ça, c'est, je pense, un gros problème aussi chez les arcs. Des fois, ils disent, bah, j'ai pas l'outil, je le fais pas. Et alors, par contre, un frein que j'ai pu rencontrer, c'est dans certaines structures, c'est ils développent des outils qui mettent à disposition des arcs, des techs, mais en gros que ça sert avant tout quelque part aussi pour le chef de projet. C'est-à-dire que le chef de projet va après faire des extractions de ces tableaux, justement, pour elle faire ses synthèses. Sauf que des fois, ces outils, parce que ce sont des outils, ne sont pas adaptés à sa propre étude. Donc en fait, on se Mmh. trouve un peu contraint par une architecture Ouais. et au fait que le chef de projet, lui, ça l'arrange, soit comme ça.
C'est là aussi où chacun va être amené à faire évoluer les choses, disant bah oui mais attends, je veux bien, mais moi c'est pas adapté. Moi je veux avant tout quelque chose pour mon étude, et ça qui est important. Après c'est un peu, voilà, c'est comment faire évoluer les choses aussi dans les structures. On veut un truc uniforme, au moins on se prend pas la tête, mais si c'est uniforme mais que c'est pas entre guillemets bien, faut Mmh. faire évoluer les choses aussi. Et donc ça c'est Mmh. aussi à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice en disant voilà comment on pourrait faire évoluer effectivement les tableaux, parce que tu l'as dit, c'est assez basique, mais si finalement tout le monde s'y met un peu, à la fin, on pourrait avoir des outils très performants, et plutôt des fois que de se battre contre, on arrive sur un outil un peu plus performant, dire, ok, j'ai un nouveau truc, je l'intègre, je l'utilise, ok, très bien, très bien, très bien, on apprend. Et en faisant tout ça, ça permet aussi de se rendre compte, peut-être des fois, qu'il y a un détail qu'on ne suit pas, une information, effectivement, que je n'ai pas intégrée, et que du coup, bah, je vais mettre, et progressivement, je vois plus globalement, voilà, de quoi j'ai besoin peut-être pour faire mon reporting. Est-ce que j'ai des deadlines à respecter? Parce qu'une fois que tu es dans la mélasse de toutes tes études, de tous les suivis, encore une fois, c'est facile de perdre le fil. Un mail qui arrive, un truc, un rapport qu'il fallait finaliser, tu avais juste à dire ok c'est bon, mais tu l'as pas fait. Si t'as pas ton tableau qui dit est-ce que ton rapport celui-là il est finalisé, tu l'as pas, bah en fait il va passer à la trappe. Voilà. Et Mmh. c'est vrai que des fois même les promoteurs ou tout, ils ont enfin, moi j'ai l'impression des fois qu'ils se disent on est là tranquille, on n'a rien à faire et on va pouvoir répondre n'importe quel moment. Mais non, là aussi en tant qu'arc, on est aussi par monts et par veaux, on n'est pas toujours disponible. Des priorités à faire aussi à gérer entre les différents projets. Et il y a ça aussi sur quoi, avec quoi on doit jongler. Plein, 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 plein de choses. Avoir un bon agenda. Où tu fais, voilà, l'agenda pour te dire, attends, là, les trucs, prioriser les trucs, faire absolument. Faut pas oublier son moniteur. Voilà, ça va encore, mais des fois, tu sais, ne serait-ce que appeler et profiter, tu sais que tu es en monito, mais pour une étude, tu vas devoir appeler à tel instant pour faire un truc quelque part. Faut que tu te C'est vrai. dégages. Il faut une bonne organisation Ouais. et chacun sa manière de faire, en effet. Pour finir, Lionel, que tu as des conseils que tu aimerais transmettre à tous les arts qui nous écoutent pour, exceller dans leur mission de monitoring? Pas pour exceller, savoir utiliser Excel. Autre outil que je dirais qu'il faut penser à utiliser, c'est l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ne peut pas être médecin, on n'a pas vocation d'être médecin, mais quand on travaille sur plein de sujets différents, bah, on est amené à consulter plein de dossiers sur plein de pathologies et du vocabulaire des fois très complexe. Et plutôt que des fois d'aller embêter le médecin pour comprendre, on a aujourd'hui des outils qui sont les ChatGPT? le chat pour avoir un truc un peu français effectivement, qui sont là aussi Ouais. pour nous aider quelque part à comprendre. Et ça c'est important parce que ne serait-ce que quand on voit un médicament, je dis mais à quoi il sert ce médicament? Avoir le réflexe de dire le patient un médicament, à quoi peut regarde. Et si tu as un regard critique, tu te rends compte que ça vole pas haut. Des fois Mmh. malheureusement que c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est vite fait, c'est Ouais. brillant, Ça, je mais c'est pas parfait. ça, je dirais pour ouais, ça, je dirais pour les freelances parce qu'on peut, par exemple, toi choisir, ou proposer un outil. Mais c'est vrai qu'un salarié, il est là, il utilise l'outil qu'on lui impose. Mais ça n'empêche qu'il peut faire ses propres outils à côté. Oui, Donc, ouais. il y a, voilà. Et puis, s'il est contraint par rapport à un outil, bah, il fait des liens. Et il Mmh. trouve un moyen intelligent de pouvoir remettre. Et même en termes d'évolution, ce que j'explique des fois aux gens, si vous voulez effectivement évoluer dans votre carrière, bah, à un moment, il faut quand même savoir faire des choses au-delà de la simple chose basique. Si Mmh. vous gérez votre étude comme n'importe quel stagiaire qui débarque, ça sert à rien de vous embaucher. On prend un autre stagiaire, tout simplement. À un moment, ce qui va vous permettre d'évoluer, votre plus-value, c'est votre expertise. Cette expertise, elle se construit. C'est pas quelque chose, voilà, simplement, où parce que j'ai été quelque part, ça, j'en ai vu plein de gens comme ça qui sont embauchés parce que ils ont travaillé dans telle boîte, ils ont travaillé dans telle boîte, ils ont travaillé dans telle boîte, et que du coup, bah, sur le CV, ça fait bien. L'autre jour, j'ai fait un entretien parce que j'ai été recommandé par une start-up à une autre start-up, et les mecs, on a fait une visio en mode, ils m'ont dit, je sais pas si on va avoir besoin de vous, voilà, on fait un entretien comme ça pour voir, quoi. Et j'ai commencé à leur poser, mais véridique, c'était un peu ça le début de l'entretien. Et j'ai commencé à leur poser plein de questions, mais vous avez prévu ça, comment vous faites pour ça, 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 ça. Et à la fin, ils m'ont dit, je crois qu'on va travailler ensemble. Ouais, je pense que ça pourrait être bien pour vous, parce que là, vous êtes effectivement, on travaille ensemble, effectivement. C'est ça, c'est montrer, et pour Mmh. exceller, c'est montrer son expertise sur le terrain, prendre le terrain, comprendre avec qui on travaille, la relation qu'on établit avec les médecins, avec les techs, ça va vous changer, et c'est pas juste poser des questions, c'est aussi le contexte global, quel milieu on évolue, quelles sont les attentes, parce qu'on est avec de l'humain avant tout. L'humain, le médecin en face, il a aussi ses problèmes personnels. Le tech a aussi ses problèmes personnels. Ils vont avoir des informations sur l'hôpital, des choses qu'ils ne vont pas vous dire, des choses qu'ils ne vous diront jamais lors de la faisabilité.
des pratiques, des choses qui se font des fois en échangeant. Donc il faut communiquer. Pour exceller, il faut déjà être capable de tisser une bonne relation avec chacun des centres. Primordial. Savoir se doter de bons outils, organiser, être compétent, comprendre dans quel environnement on évolue, la réglementation, comprendre les contraintes du promoteur, comprendre les contraintes de chacun aussi au-dessus, expliquer aussi. Et après, faut être curieux, voilà, faut creuser, faut pas chercher à aller trop vite, faut comprendre ce qu'on regarde, faut se poser les questions. Là, s'il y a un truc qui me chagrine, je m'arrête, je regarde, je cherche à comprendre, j'utilise des outils, de l'IA, le chat, ChatGPT, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, ok, j'avance pas à pas. On construit, on devient après expert. On pose des questions aux infirmiers, on pose des questions aux médecins. Faut Pareil, pas hésiter à poser des pas questions. hésiter. Ouais, une fois, pareil, quand je faisais de la formation, j'expliquais la question la plus simple aux élèves. Je leur dis, mais demandez pourquoi. Ça sert à rien de tirer des conclusions sur la comète en disant, bah, il a dû faire ça, il a dû faire ça, il a dû faire ça, je suis sûr, il a fait ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et là, on a une explication. Faut pas Oui. être effectivement dans je suis là pour accabler, je suis là pour effectivement pointer du doigt les erreurs. Non, je suis là pour accompagner. À partir du moment où, à mon sens, on travaille en tant qu'ARC pour la qualité des données, pour la qualité des soins que l'on va apporter aux patients, il n'y a pas de raison de faire du mauvais travail. Parce qu'on va se dire, là, si je veux verrouiller quelque chose, je vais faire ça. Tant que c'est, je veux dire, ce qui est premier, ce qui est moteur dans notre motivation. Après, qu'on veuille progresser, attention, faut voir, aller chercher ce qui est nécessaire pour progresser, mais ça ne veut pas dire que pour autant je dois tout jeter aux orties, ça parce que c'est pas intéressant, bâcler, en disant bah ça m'apportera rien, je le fais pas bien. On fait bien, on cherche à évoluer, on regarde ce qu'il est possible, parce que toute expérience est une bonne expérience. Que ça se passe bien, que ça se passe pas bien sur le site, toujours une expérience qui va être profitable. Il faut toujours en tirer des Exactement. enseignements. Il n'y a aucun monitoring qui, entre guillemets, n'apporte pas un enseignement. On est allé Oui. sur le terrain, on a rencontré des gens, pris un train, on a vu notre timing déjà juste pour les trains, sur l'anticipation, sur où se positionner, c'est la même chose. C'est comme quand tu vas prendre le métro, tu dis ah non, la station où je descends, elle est plus loin. La fois d'après, tu montes un peu plus loin, tu gagnes du temps. Le monitoring, c'est pareil. Tu arrives, tu dis ok, débrief moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Où est-ce que j'ai perdu du temps? Qu'est-ce que j'aurais pu faire effectivement pour anticiper ça? Faut être autocritique et être Exactement. ouvert. Parce que parfois, même si un manager ou un chef de projet qui va dire des choses, même d'une manière bienveillante, va peut-être faire des remarques à un junior et ça peut être pris personnellement. Alors que voilà, si on tombe sur quelqu'un de bienveillant, déjà c'est une chance, hein. Donc il faut pas prendre les choses négativement, au contraire, il faut être ouvert d'esprit. Et là, je vais faire peut-être une remarque pour des managers. Quand vous prenez des juniors, ce sont des juniors. Ouais. Faut pas attendre non, mais c'est terrible, mais moi je me souviens d'une vie, oui, Non, mais ça fait partie du process et de la formation aussi. voilà, mais On peut pas ne rien. on ne peut pas rien dire, mais je te donne l'exemple, vraiment, c'est elle me dit: Ouais, «Non mais tu te rends compte, elle a fait ça, je peux plus lui faire confiance». Non mais ouais, c'est une mais junior, en oui, fait, ça, elle est c'est abusé. et en fait, dans ta tête, tu dis: «Mais attends, en fait, que tu attendes ça de moi qui ai 15 ans d'expérience, 18 ans d'expérience, OK, maintenant tu prends quelqu'un qui est junior parce que ça te coûte moins cher, mais tu veux qu'elle soit aussi efficace qu'un senior, bah Ça. non. En fait, si toi-même, en tant que manager, tu ne t'es pas donné les moyens de faire en sorte qu'elle soit efficace, c'est un peu le problème. Et c'est la même chose que je dis des fois à des gens, c'est plutôt que de se dire que le centre ne travaille pas bien, Mmh. est-ce que c'est uniquement la faute du centre? Pour moi, des fois, c'est souvent, bah, premièrement, la faute de l'ARC qui n'a pas bien formé le centre. Donc, il faut déjà être humble, c'est-à-dire que si votre centre fait des erreurs, c'est peut-être parce que déjà vous n'avez pas anticipé ce type d'erreur, vous n'avez pas proposé des solutions avant, et donc c'est normal que le centre fasse des erreurs. Parce que des fois, on a des personnes qui sont surchargées, voilà, qui n'ont pas d'expérience, et donc c'est aussi votre rôle de les accompagner et de les éduquer. Donc pour exceller, c'est pas juste de dire moi quel est mon travail, c'est quel est le travail des autres. Comment je peux aider aussi sur le travail des autres. Mieux le centre travaille, meilleur sera mon travail. C'est Mmh. aussi ça, mine de rien. On évalue la qualité du centre au nombre de queries qu'ils ont et des déviations. Indirectement, c'est aussi évaluer bah, la capacité de l'arc à former les centres. Bon, maintenant, quand tu Ouais. arrives et que c'est pas toi qui as fait la mise en place, bon, c'est autre chose. Mais quand c'est toi qui fais la mise en place, moi, personnellement, si un centre fait pas bien son travail et que c'est moi qui fais la mise en place, la première chose que je vais dire, c'est pas le centre travaille pas bien, c'est moi, au niveau de ma mise en place, il y a un truc sur lequel je n'ai pas insisté, je n'ai pas anticipé, ou que je n'ai peut-être pas assez répété, effectivement, qui a Mmh. amené à ça. C'est déjà se mettre déjà en défaut, dire
Maintenant, comment je corrige le tir, notamment. Et ça, c'est important. Il faut avoir quand même ce côté assez humble quand on est arc pour dire tout le monde peut faire des erreurs, mais on est là pour travailler tous ensemble. Et à Mmh. partir de là, c'est-à-dire que le centre doit s'améliorer, je dois m'améliorer, et quand tout le monde est parfait, bah, tout le monde excelle, et on est bien. Exactement, exactement. Merci beaucoup Lionel pour, tous ces conseils précieux, ces anecdotes, tout cet épisode très, très riche et très inspirant. J'espère que ça a plu aussi, à nos auditeurs. Merci encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.